Alors bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on reçoit Joël Caseus pour Demi-Ciel, son dernier roman, son deuxième roman paru en France. Vous avez déjà écrit au Québec, et on en parlera peut-être tout à l'heure avec ce duo avec Mathieu Blais. Pour le coup, Joël, vous vivez à Montréal, vous êtes né à Bruxelles, de nationalité canadienne, vous enseignez la sociologie à Montréal et on le ressent fortement dans toute votre œuvre, on sent que la sociologie a un rôle particulier et on en parlera sûrement tout à l'heure. Mais avant, j'aimerais connaître votre parcours, votre manière d'arriver à la littérature et surtout, quel est le rôle de votre littérature, en tout cas celui que vous prenez. OK. Bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir. C'est très gentil. Ouais, donc, c'est ça. Je suis né à Bruxelles. Je suis citoyen canadien et belge à la fois. Là, on est à mon travail, figurez-vous. Je suis venu dans mon bureau. Ouais, donc, j'ai commencé à écrire avec Mathieu Blais suite aux manifestations qui avaient eu lieu en 2001 au Québec. Donc, les manifestations altermondialistes. Et, et fil en aiguille, on a écrit à deux. On a écrit deux romans à deux. Et par la suite, bon, j'ai écrit tout seul chez les MAC. Donc, Demi-Ciel, c'est mon sixième roman. Et disons que dès le début, moi et Mathieu, on s'est toujours dit qu'on allait faire une littérature un peu plus engagée. Donc, on était un peu dans le polar, dans le sci-fi, etc. Par la suite, quand j'ai commencé à écrire seul, Le Roi des Roches, j'étais un peu plus dans la fable. Euh, Ensuite, Un Monde Nouveau, j'étais un peu plus dans le récit. Euh, et là, par la suite, lorsque j'ai écrit le manuscrit de Crépuscule, j'ai envoyé au Tripode et cette fois-ci, l'engagement était beaucoup moins dans le, comment dirais-je, il était beaucoup plus dans la méthode et dans le thème que nécessairement dans le, comment dire, en disant je veux faire du polar engagé à la J.B. Puig ou du post-apo engagé comme des écrivains précédents. Donc, j'ai décidé de traiter du thème des réfugiés. Et j'ai décidé de le faire avec une voix aussi, donc plusieurs personnages avec une voix au jeu. Et ça fait une espèce de chorale de différents personnages qui parlaient et tout. Et je me suis rendu compte que c'était intéressant parce que ça permettait, ou ça forçait du moins une empathie au niveau des lecteurs, au niveau des personnages qu'il y avait dans le roman. Et je trouvais le résultat assez intéressant. J'ai décidé de le continuer avec Demi-Ciel. Par contre, il y a beaucoup de mon approche dans l'écriture qui est imputable au fait que j'ai un doctorat en sociologie, que j'enseigne la sociologie. La raison pour laquelle j'ai commencé à écrire en premier lieu, c'est à cause de sujets sociaux que je voulais traiter, mais que je n'avais pas nécessairement envie de traiter avec tout le tracas de la méthodologie en sociologie ou des trucs comme ça, ou du moins l'objectivité classique que la sociologie se targue d'avoir. Et donc, conséquemment, parfois, il y a des thèmes qui me frappent et ils vont me frapper comme des images. Parfois, il y a des thèmes qui vont me frapper et ils vont plus me frapper comme concept que je vais pouvoir passer à mes étudiants. Dans le cas de Demi-Ciel, c'est ironique parce que c'est la rencontre du sociologue, encore une fois, avec le littéraire. C'était vraiment l'histoire que je parlais à mes étudiants dans mon cours de sociologie des mass médias de la question du film Snowpiercer. Donc, un film dont l'allégorie, c'est que les classes sociales, c'est dans un train et c'est dans un monde où est-ce que les scientifiques ont décidé de refroidir le climat à cause du réchauffement climatique. Et dans le train, tu as toutes les classes sociales et au bout du train, tu as le moteur. Et ceux qui sont première classe, c'est ceux qui étaient riches dans le monde précédemment. Ceux qui sont dernière classe, c'est ceux qui sont vraiment les pauvres de la Terre. Et j'avais demandé à mes étudiants de conduire une analyse marxiste du film. Et j'avais été frappé parce que dans le film, il y a une scène où est-ce que les gens du devant du train prennent les enfants dans le fond du train et les forcent à travailler à la place des moteurs. Donc, ils deviennent comme des mécanismes qui font fonctionner le moteur du train. Puis d'un point de vue allégorique, c'est assez puissant parce que c'est vraiment la révolution industrielle, le travail des enfants, mais ce qu'on traverse aussi en ce moment avec des enfants qui travaillent encore pour des produits pour lesquels on compte dessus en tant qu'occidentaux ou peu importe ce qu'on est.
Et j'ai été frappé par le fait que mes étudiants aient été tellement choqués par la scène, mais qu'en même temps, ils ne prenaient pas conscience du fait que leur cellulaire qu'ils avaient à côté d'eux, ça impliquait qu'il y a du coltan, qui est un métal précieux, et ce coltan-là est récolté, entre autres, en République démocratique du Congo, dans les zones de guerre qui sont ingouvernables, parce qu'il y a des enfants qui travaillent, qui sont des enfants soldats, des trucs comme ça. Donc, il y avait comme une espèce une espèce de tristesse et comment dire, de révolte morale de la part de mes étudiants, mais ils ne voyaient pas comment qu'eux-mêmes, en tant qu'occidentaux, en tant que conservateurs, contribuaient eux-mêmes à garder des relations sociales qui étaient inégales. Et là, éventuellement, ça m'a permis de penser au fait, à l'allégorie, la puissance de l'allégorie du film. Puis ça m'a fait penser à l'idée du fait que pendant la Révolution industrielle en Europe au 19e siècle, tu vois ça assez clair que les travailleurs, ils travaillent dans un quartier qui sont les quartiers populaires. Et en haut de la côte, d'un point de vue allégorique ou peu importe, il y a la maison du patron. Puis le patron, il est là. Mais les patrons aussi, ils voient aussi les travailleurs, les milieux dans lesquels ils travaillent. Donc, il y a comme la brutalité inhérente au procès de production est assez évidente. Lorsqu'on arrive dans un monde globalisé, on est capable de divorcer la violence propre à la production avec la souffrance humaine, avec plutôt l'objet qu'on consomme. Et ça, c'était assez clair chez mes étudiants. Alors, je me suis dit, en fait, c'est comme un mur qui nous sépare. Puis le mur, puis là, tu continues avec l'allégorie, puis le mur sépare le ciel en deux, puis c'est le demi-ciel. Donc, c'est ça. Donc, les choses arrivent par thème. Les choses arrivent par thème. Pour Crépuscule, ça a été, je donnais un cours de sociologie du racisme et c'était un texte que j'ai ici. Si vous êtes intéressé, je peux aller le chercher tantôt. C'est un texte sur les immigrants, et comment dire, sur les immigrants illégaux qu'on appelle en Amérique. C'est un texte qui appelait il parlait dans le texte des samouraïs américains. C'est l'histoire de, comme on sait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, au Canada, mais aux États-Unis surtout, il y a eu des camps d'internement pour les Japonais qui vivaient aux États-Unis ou qui vivaient au Canada, puis ils étaient gardés dans les camps, etc., etc. La différence, c'est qu'aux États-Unis, il y a la politique de jus solis, qui signifie que leurs enfants eux-mêmes devenaient citoyens américains automatiquement. Et il y a une histoire qui raconte qu'il y a un contingent de soldats américains qui sont battus contre le Japon, qui étaient des Japono-américains de deuxième génération, que leurs propres parents étaient enfermés par les Américains. Et je trouvais cette image-là, c'est un fait social, c'est un fait historique, mais je trouvais que peu importe la façon qu'on voulait le raconter sociologiquement, peu importe la façon qu'on pouvait en discuter avec ses étudiants, puis il y a des limites aussi. Tu sais, la sociologie, je ne peux pas me permettre de faire de la sociologie puis de faire appel aux émotions. À quelque part, ce serait comme un peu... ça serait pas, je respecterais pas l'éthique professionnelle que je suis soumis en tant que professeur de sociologie. Donc, je me suis dit, là, je suis vraiment quelque chose qui est purement émotif. Je suis vraiment dans quelque chose que j'ai besoin d'écrire, parce que pour moi, écrire, c'est comprendre au même titre que mener une enquête sociologique. Je me suis dit, je veux comprendre. Alors, j'ai commencé à écrire, puis ça a été l'histoire de Crépuscule. Même si dans l'histoire de Crépuscule, ironiquement, on n'a pas l'enfant qui est enrôlé dans l'armée, qui se bat pour le pays, qui a causé la guerre, qui a causé le fait que son père devient réfugié. On n'a pas cette histoire-là. Mais on a bien l'histoire de la mère qui est enceinte et qui arrive dans le camp de réfugiés. Et l'enfant qu'elle porte éventuellement. Il y a des scènes, il y a des dialogues qui sont mentionnés dans Crépuscule, où est-ce que je pense que c'est le tavernier ou le propriétaire qui dit mais votre enfant, vous y avez pensé, votre enfant va devenir un soldat, donc il va devoir se battre contre le pays de son propre père, que son père fuit, il devient réfugié. Donc là, c'est des trucs que j'explore. Je me dis non, ça peut pas être touché sociologiquement. Il faut que, si je veux vraiment comprendre la chose, j'ai besoin de le vivre émotivement. Puis la façon pour moi de le vivre émotivement ou émotionnellement, c'est de l'écrire. Alors, je commence à écrire une femme qui marche, qui est enceinte. Par la suite, les images se succèdent. Puis ensuite, les allégories arrivent. Puis là, tout d'un coup, tu es comme pris avec quelque chose qui ressemble à un roman. Alors là, tu l'envoies ton éditeur. Alors justement, sur Crépuscule, on peut appeler ça quasiment un diptyque. J'ai l'impression que les deux doivent se lire quasiment simultanément, ou en tout cas l'un après l'autre, mais ce n'est pas forcément une suite. Mais les thèmes sont récurrents, et notamment sur le schéma narratif, où là aussi, dans Crépuscule, il y a à peu près, je crois qu'il y a 12 narrateurs. Dans Domiciel, je ne les ai pas comptés, mais il doit y en avoir quelques-uns aussi. Ce schéma narratif-là, il était capital pour vous? Il fallait donner la parole à tout le monde? C'était une obligation?
En premier lieu, j'ai écrit Domiciel comme une suite à Crépuscule, sauf qu'en même temps, je n'ai pas voulu que ça soit une espèce de suite qu'il faut absolument que tu aies lu le précédent pour être capable de le comprendre. J'ai un exemple à l'esprit, mais j'ai un exemple auquel j'avais pensé lorsque j'avais fait ça. Je ne me rappelle plus c'est quoi, mais ça va revenir, j'imagine. À titre d'exemple, dans Crépuscule, tu apprends ce qui arrive avec le bâtisseur. Il a la tête toute écrasée au fond des fosses. Il sort des fosses, puis il le ramène parce qu'il dit qu'il veut être amené à ses enfants. Et ses enfants le regardent, puis il ne comprend pas trop ce que c'est ni à quoi il sert. Donc, il est laissé à mourir sur le bord des barbelés. Et il y a aussi l'enfant qui vieillit, qu'en premier lieu, quand j'avais écrit Crépuscule, j'avais écrit dans l'idée des samouraïs américains. Donc, mon enfant vieillit. Il est forcé de plus être un enfant par son père, puis le fait que son père le force à plus être un enfant, c'est une forme d'affection que son père y démontre, qui sont des choses qui ne sont pas super, que je n'ai pas besoin d'imaginer. Je veux dire, mon père, il vient d'Haïti, puis c'est des trucs qui sont comme, qu'il a vécu, tu sais. L'enfance, à quelque part, c'est dans certaines conditions sociales. L'enfance, c'est un luxe. Tu sais, sociologiquement, on s'intéresse à la différence entre l'âge biologique et l'âge social. Il y a des conditions qui nous permettent d'aider les enfants, il y a des conditions qui nous permettent de ne pas l'être. On pourrait peut-être y revenir plus tard, mais pour revenir à votre question, l'idée du jeu, si c'est quelque chose qui est absolument nécessaire, ben, dans l'état où je suis, moi, en ce moment, c'est quelque chose que, oui, est nécessaire, que j'aimerais être capable de... Ben, peut-être pas nécessairement aimerais être capable de me départir, c'est quelque chose que j'ai l'impression que je n'ai pas fini comment dire, de pousser jusqu'à ses limites ultimes. Dans le sens que, tu sais, il y a comme je pense que c'est Francis Bacon ou Bacon, le prêtre, le peintre qui disait « Moi, je peins pour être capable de comprendre des choses. » Puis quand j'ai écrit Crépuscule et quand j'ai écrit Domiciel, j'ai écrit aussi pour être capable de comprendre quelque chose. Et Faulkner, il dit, il y a un truc, je pense qu'il parle aux étudiants d'Oxford, si je ne me trompe pas, il dit qu'à partir du moment que tu as des personnages qui sont bien définis, tu n'as essentiellement plus besoin d'écrire. Parce que si tes personnages sont bien définis, tout ce que tu as à faire, toi, c'est de les suivre, les mettre dans des situations, puis tu prends ton calepin, puis tu regardes ce qu'ils font. T'sais. Parce que dans un roman, comme vous le savez tous, il y a une forme de cohérence logique au niveau des personnages. Et moi, la façon que c'est le plus facile pour moi de suivre cette règle-là, les deux règles, donc écrire pour comprendre, puis essayer de mettre mes personnages au centre et de les suivre et simplement d'écrire, ce qui donne souvent lieu à quelque chose que moi, personnellement, je suis beaucoup plus satisfait au niveau de la forme parce que je trouve que ça fait quelque chose qui est beaucoup plus fini, qui ne va pas forcer des fioritures et qui va tout le temps être en forme de cohérence au niveau des personnages. Donc, quand j'arrive à faire ça, c'est sûr que quand j'écris au jeu, pour moi, c'est beaucoup plus facile d'arriver à suivre ces deux aspects-là. Donc, ça, c'est un. De deux, je me considère comme un marxiste libertaire. Je me considère comme un anarchiste depuis que j'ai peut-être 15-16 ans. Donc, pour moi, quand j'écris, c'est sûr et certain que j'écris pour comprendre, mais j'écris aussi parce que forcément, il y a des trucs qui me révoltent, il y a des trucs qui me dérangent, il y a des trucs qui me font de la peine, il y a des trucs qui me rendent triste, il y a des trucs que je trouve tragiques. Et j'ai envie que les gens puissent, s'il y a une personne qui puisse lire le livre, j'ai envie qu'à la fin de la lecture du livre, puisse minimalement se dire « Oh mon Dieu, je peux comme, pendant un court moment, si j'ai moindrement réussi, j'ai pu minimalement sentir c'était quoi vivre dans un lieu où est-ce que l'enfance est un luxe et où est-ce que si tu veux être un bon père, il faut que tu forces ton enfant à devenir un homme dans toute la masculinité toxique horrible que ça implique. Tu sais, puis ça, si ça arrive à la fin que quelqu'un pose mon livre, moi, je suis super content. Je suis vraiment content. Puis si en plus, j'ai réussi à le faire d'une façon qui est moindrement bien écrite, ben forcément, je suis encore plus content. De toute façon, si je n'écrivais pas d'une façon qui était moindrement bien écrite, je ne pense pas que Frédéric le publierait. Ça, ce n'est pas vraiment un problème. Donc,
la raison pour laquelle que je persiste à faire ça, c'est que c'est sûr que dans ma tête, il y a des types de romans que j'aimerais écrire, mais je me rappelle mon frère, qui est un artiste visuel et qui enseigne l'animation 3D au Collège Bois de Boulogne. Quand on était jeune, lui, c'est quelqu'un qui est excessivement bon en dessin. Je me rappelle qu'il y avait une expression qu'il disait, il était fâché, il disait « Mon dessin, il ne veut pas se dessiner ». Et je trouvais ça tout le temps, j'avais une espèce de jalousie parce que je trouvais ça incroyable que quelqu'un ait une conception de quelque chose dans son esprit et que la technique ou la méthodologie l'empêchait d'y arriver. Heureusement, je suis rendu à ce niveau-là. Quand je regarde, il y a des trucs que je regarde, comme qui ne sont pas nécessairement écrits au jeu. Comme je disais, le manuscrit d'un de mes amis qui n'est pas publié pour le moment, puis il est dans une oralité tellement puissante que tu as l'impression d'être sur le bord d'un feu et qu'il y a quelqu'un qui te conte une histoire. Puis cette oralité-là, hyper puissante, aussi, est liée à la question est forcément liée à la question de l'histoire de quelqu'un qui est raconté et qui est tout un petit peu... c'est jamais clair, c'est quoi le fond de l'histoire. Puis ça, c'est le genre d'écriture qui me plairait de faire, mais j'ai l'impression que je n'ai pas encore maîtrisé l'idée de l'écriture au jeu pour être capable d'y arriver. À partir du moment que je me rends compte que c'est un artifice, peut-être avec un peu de chance, je vais arriver à passer au travers, mais je trouve que c'est encore plein de choses à révéler, puis je n'ai pas encore terminé d'explorer ça. Je pense que si tu veux être capable de dépasser une forme ou une méthode, il faut que tu sois capable de la maîtriser en premier lieu. C'est pour ça que ce n'est pas nécessairement super facile. Il y a aussi l'idée d'une cohérence. Quand j'avais envoyé le premier manuscrit de Crépuscule, j'en avais écrit, il y avait comme 90 000 mots, je pense. On en a gardé 35 000. J'avais l'idée de me dire, j'ai l'idée d'en écrire 3. En ce moment, j'en écris un autre. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Puis j'aime ça, peut-être l'idée d'avoir une cohérence au niveau du jeu. À voir, mais oui, c'est un artifice, j'imagine, assez simple pour forcer l'empathie. Alors, ça, c'est la réponse simple, mais la réponse plus élaborée. Je ne sais pas si je veux plus écrire au jeu, mais j'aime l'idée d'écrire au jeu, puis je ne parle pas de moi-même non plus. Ça, j'adore ça. Puis, tu sais, je veux dire, comme, en même temps, on parle de ça, je veux dire, tandis que j'agonise, je veux dire, c'est essentiellement juste ça, tu sais. Puis, mais en même temps, quand tu lis Tandis que j'agonise, t'es quand même, c'est quand même William Faulkner, il a gagné le Nobel, puis il a gagné le National Book Award, etc., etc. Il y a quelque chose d'hyper puissant aussi, parce que dans Faulkner, en fait, il est tellement capable de pousser le jeu qu'il y a des passages que même des profs, il y a un prof de Yale sur YouTube, je peux envoyer le lien si vous êtes intéressé, qui a fait une analyse assez intéressante de Tandis que j'agonise. C'est en anglais, malheureusement, mais c'est une prof de Yale, c'est pas une imbécile quand même. Et elle-même, elle admet qu'il y a des moments dans Faulkner, Tandis que j'agonise, qui sont purement incompréhensibles. Et c'est justifié narrativement d'être purement incompréhensible. Premièrement, si tu t'appelles William Faulkner, tu peux te permettre de le faire. Mais deuxièmement, tu sais, comme la psyché humaine est quelque chose de complexe. Puis ça prend du temps d'établir une forme de cohérence. Et parfois aussi, elle parlait justement l'usage de l'incohérence, mais l'usage aussi des métamorphoses aussi et de l'animalité chez l'homme dans Faulkner. Donc, phénoménologique. C'est vraiment dans la phéno. Et quand tu es dans le phéno, tu es vraiment dans la perception, mais tu es aussi vraiment dans la pure émotion de la psyché humaine, dans son bruit et sa fureur, comme dirait Faulkner. Dans la beauté, mais dans la furie. Il y a quelque chose de... C'est un champ puissant que, selon moi, est absolument nécessaire. Mais ceci étant dit, Absalom, c'est un livre qui est écrit au Hill. Je pense que je ne serais pas le seul à dire que c'est le summum de ses écrits. Alors, on est parti très loin, mais ceux qui ne l'ont pas encore lu sont en train d'avoir les cheveux qui se dressent. Et j'aimerais qu'on fasse un petit point sur l'histoire de Crépuscule et sur celle de Demi-Ciel, et en essayant, sans trop dévoiler, mais en même temps en essayant d'apporter quelques touches qui permettraient d'y voir un petit peu plus clair, parce que ce sont deux romans exigeants, c'est le moins qu'on puisse dire, mais en même temps qui peuvent se lire de manière plutôt limpide. Tout dépend ce qu'on y cherche, mais en tout cas, ils demandent un effort de concentration permanent
notamment sur ce tissu narratif, mais également sur l'allégorie, les métaphores qui s'y trouvent à chaque fois. Donc, vous voulez que je parle du... OK, ben j'ai quelques commentaires au pire, vous pourriez me relancer par la suite. Tu sais, comme c'est intéressant d'écrire pour une raison, c'est intéressant puis inintéressant, j'imagine, jusqu'à un certain point. C'est que moi, je suis un prof de sociologie, donc j'enseigne la sociologie. Et quand je lis Karl Marx qui parle d'aliénation, je trouve ça intéressant, puis ça résonne, mais quand tu écris, il y a vraiment un aspect d'aliénation qui est vraiment intéressant. Puis c'est très simple, c'est que si tu es assez chanceux, puis il y a une personne ou deux qui lit ton livre, et que sur la personne ou deux qui lit ton livre, ils vont t'en parler par la suite. Il y a un phénomène qui est assez intéressant, que parfois, tu écoutes les gens parler, puis tu te dis, mon Dieu, c'est vraiment de moi qui parle. Ou du moins, non, c'est pas de toi qui parle, c'est du livre qui parle. Puis ça, là-dessus, quand vous parlez du fait d'être exigeant, moi, à titre d'exemple, ça, c'est intéressant parce que c'est une différence fondamentale entre ma femme et moi. Moi, à titre d'exemple, quand je lis, je me permets une forme d'inconfort, puis je me dis, regarde, c'est pas grave. Au pire, à un certain moment, ça va accrocher, ou au pire, tu vas passer au travers, puis tu vas comme comprendre comme 75%. Puis on parle d'un roman, tu sais, on ne parle pas d'un livre de Slavoj Žižek qu'il faut que tu fasses un résumé à la fin, tu sais. Fait que c'est quoi un roman? C'est quelque chose qui permet une expérience sensible. Quelque chose qui a la prétention de dire que c'est une forme esthétique. Il faut faire attention parce que l'esthétisme, il y a une forme d'esthétisme dans le lait et dans l'horrible aussi, tant qu'il y a une cohérence esthétique. Donc, conséquemment, moi, quand j'écoute du Ornette Coleman ou du Miles Davis, probablement que c'est la même chose pour vous. La première fois que je mets l'album, je me dis, man, qui c'est qui essaie de faire cet album-là? Ça n'a aucun sens. Par contre, après comme 15 fois, je me dis, mon Dieu, c'est absolument incroyable. Puis même après 45 fois, il y a des moments dans le disque que je remarque, que je n'ai pas remarqué préalablement. Là, on va dire d'entrée de jeu que je ne me compare pas à Ornette Coleman ni à Miles Davis. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est qu'un roman que tu vas lire une fois, tu sais, si tu lis un roman une fois, puis il n'est pas exigeant, puis tu as tout compris, c'est bien correct, mais ce n'est pas l'ensemble des romans qui vont être de même, je pense. Puis surtout quand tu es quelqu'un qui fait de la sociologie et ton enjeu principal en tant qu'écrivain, ton plus grand obstacle, tu es un sociologue de gauche. Donc là, tu as deux obstacles. L'obstacle qui vient de deux statuts différents. Puis l'obstacle essentiel, c'est le suivant. Tu ne vas pas faire la morale au monde et tu ne vas pas leur exposer une théorie sociologique. Ça, c'est mes deux obstacles épistémologiques de fond quand je prends un roman et je décide d'écrire. La réponse à ça est assez simple. Centre tout au niveau de l'émotion pure et au niveau des personnages. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'on se connaisse soi-même pour être capable de faire face à ses propres apories et être capable d'écrire de façon à éviter ces apories-là. Puis moi, c'est de cette façon-là que je décide d'y aller. Tu sais, au niveau de l'exigence, puis au niveau que ce n'est pas limpide, moi, je trouve ça excitant d'être dans un roman qui fait en sorte que, tu sais, comme, tu arrives dans le roman, puis tu es bousculé toi-même dans tes propres certitudes. Et par le fait même que tu es bousculé, tu te mets dans une forme d'état de réceptivité totale et tu te rends vulnérable. Puis là, tu es vraiment dans une expérience humaine puis esthétique qui devient assez intéressante. Et ça, c'est ce que je veux forcer aux gens. Pourquoi? Parce que, tu sais, comme moi, quand j'ai écrit ces trucs-là, j'écris de choses que mon père me parlait quand j'étais petit. À un certain moment, il y a un mois, j'avais une entrevue avec un journaliste relativement à domicile. Puis je parlais de mon père, qui était haïtien. Puis il parlait d'une histoire qui est arrivée. Puis c'est une histoire relativement banale. Puis je ne veux pas dire qu'Haïti, je ne veux pas juste comme insister sur l'aspect strictement misérabiliste d'Haïti, mais en Haïti, il y a quelque chose qui s'appelle des gens qu'on appelle des reste-avec. C'est des enfants qui vivent dans la rue et que les familles paysannes ont abandonnés parce qu'ils ne sont pas capables de les nourrir. Et souvent, ces reste-avec-là, ce qui arrive, c'est qu'il y a des familles urbaines qui ont relativement les moyens, qui vont les adopter comme domestiques qui vont vivre chez eux, qui vont les nourrir en échange. Mon père m'a déjà raconté l'histoire d'une famille qui avait un reste-avec, et cette famille-là, urbaine, ils avaient des enfants, puis ils n'avaient pas, il est arrivé un malheur, puis ils n'avaient pas assez de, ils n'avaient plus assez de ressources pour permettre aux enfants de
nourrir leur propre enfant. Donc, ils ont dit au reste avec de partir. Puis la mère, elle a dit bon marché, achetez tel truc, à une certaine distance, part pendant une journée, revient. Puis pendant que l'enfant est parti, ils ont pris tout ce qu'il y avait dans la maison, puis ils sont partis. T'sais. Puis mon père me raconte comment il y avait des amis dans ce foyer-là, puis c'est des enfants. T'sais. Puis les enfants, encore à notre époque, donc c'est des hommes de 70 ans, des femmes de 70 ans, ils ont encore le remords de l'enfant qui a été laissé derrière. T'sais. Puis quand mon père raconte cette histoire-là, ce que je trouve incroyable, c'est que tu te dis, ces enfants-là, ils ne méritent pas de vivre cette culpabilité-là. Puis cet enfant-là, il ne mérite pas non plus d'être abandonné. Mais il y a des conditions de vie qui sont tellement radicales qui poussent à faire des choix comme ça. T'sais. Et moi, c'est le quotidien de gens comme ça que je trouve hyper urgent de raconter. Donc, il faut entrer et se mettre à nu. T'sais. Il faut rentrer et se mettre à nu. En tant que sociologue, c'est drôle, je parlais juste rapidement, je fais la remarque. Mercredi passé, j'ai eu une conférence avec des étudiants, avec un homme qui s'appelle Wayne Robinson. Et c'est un membre de la nation Ojibwe, autochtone. Ses parents ont vécu des pensionnats autochtones. Ils travaillent avec des gens qui vivent dans la rue, souvent des autochtones. Puis à un certain moment, il racontait à un colon blanc, un de ses amis, que lui, il vit sur une terre qui s'appelle le Canada, puis qui est une terre qui n'est pas concédée aux Autochtones. Et la réponse du Blanc, ça a été de dire, au colon blanc, ça a été de dire, c'est pas super confortable pour moi de me sentir comme, de me faire dire que je suis un colon. La réponse de l'Autochtone, Wayne Robinson, ou l'Ojibwe, c'est de dire, c'est pas une question d'être confortable, c'est une question de pragmatisme. T'sais. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, le fait de ne pas être confortable, le fait d'être balayé par ses certitudes, c'est quelque chose d'hyper important dans notre vie. Moi, quand il y a mes amis féministes qui me disent que j'agis comme des machos, je ne suis pas content, je suis super inconfortable, mais en même temps, c'est une opportunité qui me permet de devenir quelqu'un qui comprend mieux c'est quoi mes comportements toxiques. T'sais. Je pense qu'il faut sortir de ces zones de confort, puis si on est capable de le faire en écriture, on est juste des meilleures personnes. Alors, je trouve ça véritablement fascinant parce que l'inconfort, en effet, dans votre livre, on le ressent et c'est vraiment ce que j'ai apprécié. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est surtout cet universalisme, puisque rien n'est situé, rien n'est localisé, rien n'est daté. J'ai l'impression que vous avez voulu écrire un livre qui s'adapte à toutes les situations, à tous les réfugiés, à toutes les guerres, à tous les génocides, à tout ce qui se passe dans le monde. Et vous avez cet art particulier, singulier, qui arrive à tout rassembler sans citer, sans cibler. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement fort et c'est une langue singulière. On en parlera peut-être tout à l'heure sur le côté linguistique, mais sur le fond, vous avez réussi quelque chose qui est plutôt rare, quelque chose qu'on ne voit pas souvent en littérature, en tout cas souvent au Québec, mais très peu en France. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous avez réussi à construire un récit aussi universaliste. OK. Ben, écoute, l'universel puis le singulier, c'est une question hyper contentieuse quand tu te définis comme anarchiste de couleur ou quand tu es un sociologue. C'est assez simple. Et troisièmement, quand tu habites au Québec ou en Amérique du Nord. Fait que je vais essayer de couvrir l'ensemble de ces aspects-là qui fait que l'universel et le singulier, c'est quelque chose auquel j'ai fait face dans ma vie pendant assez souvent. Puis je pourrais revenir à Wayne Robinson, le Ojibwe qui a parlé mercredi passé. L'affaire, c'est que moi, personnellement, ça c'est vraiment personnellement, tu sais, ma définition sociologique de la racisation, parce que, bon, il faut savoir, j'ai fait un doctorat en sociologie du racisme. Ma définition sociologique de la racisation, du moins une définition que j'aime bien, ça se réfère à l'idée que la racisation, c'est comme connaître des épreuves de domination qui vont faire en sorte que ça signifie quelque chose comme l'afro-américanité ou d'être musulman, etc. Ça, c'est une définition de la racisation. Donc, tu es vraiment dans le domaine de la sociologie du racisme. On peut définir c'est quoi l'afro-américanité d'un point de vue de l'ethnicité. Puis là, on aurait plus du fait que tu vas avoir des valeurs ou des symboles auxquels tu vas t'identifier. On peut même faire la même chose avec comme
la judaïté, comme en Amérique du Nord, etc. Ça, c'est pas de problème. Mais si on l'approche d'un point de vue de la sociologie du racisme, donc qui est un point de vue beaucoup plus critique dans lequel je m'inscris, tu es forcé de parler des épreuves de domination. Puis ce qui est intéressant, quand tu regardes la constitution du sujet sociologique pour l'entremise de la domination, c'est que tout d'un coup, tu rentres assez rapidement dans une forme d'intersectionnalité. À savoir qu'à un moment donné, tu vas te dire, tiens, c'est drôle, il y a quelque chose qui m'avait frappé là-dessus. Ah oui, j'ai regardé un documentaire sur le racisme en Australie. Et c'était super intéressant parce que j'étais avec ma femme, justement, puis on regardait ça, puis on se disait, puis bon, les aborigènes en premier lieu, puis on regardait ça, puis on se disait, mon Dieu, c'est incroyable, on dirait qu'ils parlent du Canada. T'sais. Pourtant, on parle de peuples aborigènes qui est la plus vieille civilisation de l'humanité, qui vivent en Australie, comparativement à des peuples, des Premières Nations ici au Québec, qui, soit dit en passant, on a 12 nations complètement différentes. Mais là, tu as des facteurs qui se touchent. T'sais. Donc là, à un moment donné, en tant que sociologue, moi, pédagogiquement, ce qui m'intéresse, vu que j'opte pour le point de vue de la pensée critique, le point de vue du racisme, c'est de faire comprendre aux étudiants que je suis dans un cégep urbain de langue anglophone qui dessert une grande communauté racisée. Donc, pour moi, c'est de leur faire comprendre que le fait que, premièrement, la discrimination et les préjugés auxquels ils font face en tant que membres de communautés racisées, c'est pas à cause que, c'est pas dû à leur propre failles individuelles. C'est des facteurs sociaux qui sont un peu en dehors de leur recours, à cause qu'ils sont racisés. Fait que ça, c'est un. Puis deux, ce que j'aimerais vraiment leur faire comprendre, c'est qu'ils ne sont pas tout seuls à vivre ces affaires-là. Puis, comme des facteurs discriminatoires qui vivent en tant que noirs, il y a des musulmans qui vivent ça. Parfois, il y a des femmes aussi qui vont les vivre en tant que femmes. Discrimination à l'emploi. Il y a des minorités sexuelles. Il va y avoir des homosexuels qui vont vivre ça et tout. Donc, conséquemment, vous avez quelque chose comme en commun là-dedans. Puis c'est ça qu'on va se pencher, puis on va regarder pour être capable de le régler, puis pour être capable d'établir des points communs au niveau des facteurs sociaux qui nous constituent. Transpose ça au niveau politique, au niveau idéologique. Moi, je suis un anarchiste de couleur. Donc, nous, en Amérique du Nord, en tant que personne de couleur, il y a vraiment un débat relativement à, comme vous le savez, dans la tradition marxiste, tradition d'extrême gauche, il y avait comme une espèce de conception qui était, une fois qu'on règle la question de classe, la question de genre, puis la question de race va se régler d'elle-même. Puis nous, en tant que comité racisé, puis les femmes aussi, trouvent que ça, c'est inacceptable. Donc là, tout d'un coup, ça nous force à penser beaucoup plus en termes de singulier, mais je ne pense pas que c'est des conceptions antithétiques. Je pense qu'au contraire, à titre d'exemple, je reviens avec la question du colonialisme en Amérique du Nord. La question du colonialisme contre les peuples autochtones, ça peut paraître en première instance comme étant quelque chose de relativement singulier qui parle aux peuples autochtones. Puis oui, il y a un aspect qui est vraiment singulier. Mais en même temps, ça amène un ensemble de choses qu'il faut s'intéresser, à savoir nos frontières, la question des frontières, la question du système capitaliste qui crée beaucoup de pollution, la question de l'environnement, du changement climatique. Toutes ces questions-là sont des questions politiques que l'ensemble des Canadiens et des Québécois doivent se poser. Donc là, on commence avec quelque chose qui peut paraître singulier, mais on a tout d'un coup des problèmes qui sont universels. Fait que ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, au niveau de l'écriture, la raison pour laquelle que je décide d'approcher ça au niveau de l'écriture, c'est parce que je pense que ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est de démontrer mon but, ce que j'espère, c'est que quand quelqu'un lit ce roman-là, il peut se dire « Oh mon Dieu, moi, ça me fait penser à ce que mes grands-parents racontaient lorsqu'ils avaient vécu la guerre, ils avaient été déplacés en Europe. J'ose espérer qu'il y a un Hutu qui va dire « Ah ouais, je m'en rappelle, après le génocide au Rwanda, mes parents m'ont parlé qu'on avait été déplacés au Kivu, puis on a vécu un peu la même chose. Un autochtone pourrait se dire « Oh mon Dieu, c'est clair que ça parle de ça, etc. etc. » Tu sais, comme la souffrance humaine, quand elle est inhérente aux dominations, va être transversale. Tu sais. Si on veut espérer régler des problèmes, parce que c'est des problèmes qu'on a, je veux dire, on parle de problèmes, c'est des problèmes assez fondamentaux, il faut être capable de trouver c'est quoi les solutions communes. Puis si on va être capable de trouver les solutions communes, il faut se rendre compte qu'on y participe tous, puis on peut tout à quelque part, dans notre famille, ou dans nos histoires, ou dans notre voisinage, se dire « Ouais, ça ressemble un peu à l'histoire que mon vieux grand-oncle Robert contait quand il était à Bruxelles, puis il a fallu qu'il quitte parce que les fascistes étaient à leur troupe, étaient à leur poursuite, etc. Ils sont partis en France libre. » Ça, c'est assez important pour moi, parce que là, tout d'un coup, tu n'es plus dans des catégories sociologiques abstraites. Tu es dans une vie vécue. En ce moment, tout de suite, pendant qu'on se parle, il y a des choses comme ça qui se parlent. Il y a une urgence qui est là.
Si on ne veut pas simplement être cynique, si on veut moindrement faire en sorte que les choses matchent, il faut qu'on commence à se poser ces questions-là, puis on commence à les approcher. Comment j'ai réussi à faire ça? En essayant de trouver l'universel dans le singulier, ce qui est quelque chose que j'ai toujours cherché à faire en tant que sociologue, en tant que personne qui se considère comme anarchiste de couleur. J'essaie d'être empathique, de reconnaître que dans les luttes féministes ou dans les luttes homosexuelles, il y a des aspects qui sont propres à eux. Il y a une irréductibilité de leur lutte que je ne comprendrais jamais en tant qu'homme hétérosexuel. Mais en même temps, je le sais qu'il y a des choses qu'on a en commun et que c'est sur cette base-là qu'on peut devenir des alliés dans certaines luttes. Ça, c'est quand même assez important. Je ne pense pas qu'on peut arriver à régler tous nos problèmes si on pose les choses de façon strictement dichotomique. Ça ne va pas être super confortable. Moi, je n'aime pas ça en tant que membre d'une communauté racisée au Canada, de me dire « j'habite sur un territoire qui n'a pas été cédé au peuple autochtone ». En tant que personne qui a vécu du racisme, j'aime pas ça, admettre le fait que j'ai des privilèges relativement des gens qui subissent la discrimination, mais j'ai pas le choix de l'admettre, parce que sinon, comment je peux penser faire partie de la solution et régler les problèmes que mon pays de l'option fait face? Oui, alors c'est extrêmement réussi pour le coup. Donc c'est bien ça, l'universalisme dans le singulier. Mais il y a également ce langage. J'ai l'impression que vous en gardez un petit peu sous le coude, puisque tous les personnages parlent de manière plutôt brute, de décoffrage. Pourquoi avoir choisi ce mode de langage-là particulier, ce mode de langage plus classique, plus normal, plutôt qu'une écriture poétique tout au long du récit, parce qu'il y a des fulgurances parsemées dans tout le roman, mais pour le coup, vous avez choisi un mode de dialogue, un mode de langue, un mode linguistique plus, je ne vais pas dire familier, mais en tout cas un langage plus commun. Tu sais, quand je vais revenir au gros canon, quand tu lis, encore une fois, quand tu lis Tandis que j'agonise, c'est essentiellement un poème sous forme de romance. C'est hyper puissant. Mais Faulkner a un souci hyper important, à savoir de démontrer l'intelligence, la rationalité, la résilience des pauvres blancs du Mississippi. Le roman de Faulkner, soi-disant, il est écrit en 6 semaines. Il a fini de l'écrire le lendemain ou la veille de la crise de 1929. Et lui, c'est clair qu'il veut vraiment démontrer que ces gens-là, ils ont une moralité assez développée, ils ont un sens du bien et du mal assez développé, mais ils ont aussi une intelligence et une rationalité assez puissante. C'est un peu la même chose que je voulais faire, à savoir que je ne veux pas que mes personnages parlent de façon super soutenue. Je veux qu'ils parlent d'une façon assez commune parce que je veux démontrer que, encore une fois, la résilience, l'intelligence, la puissance émotive, la beauté dans la brutalité du monde que ces gens-là démontrent, c'est un joyau pur. Ça n'a comme aucun sens. Quelque chose qui est beau, à mon sens, c'est quelque chose qui est fragile. Qu'est-ce qui est quelque chose qui est fragile? C'est quelque chose qui peut disparaître ou quelque chose qui apparaît de façon impromptue, comme s'y attend pas. C'est l'espèce de cliché de la fleur qui pousse dans le pavé. Pour moi, la beauté de ces gens-là, c'est de s'exprimer d'une façon claire, mais d'une façon claire, d'une façon simple, mais le fait que dans leur maladresse qu'ils sont forcés d'être, ils continuent à avoir de l'affection, puis ils continuent à vivre le monde d'une façon émotive, malgré le fait que tout est là pour les déshumaniser. Si je commençais à l'écrire d'une façon qui serait pleine de fioritures et tout, je trouve que ça enlèverait une forme de cohérence au récit. Et ça ferait aussi une espèce d'idée de plaquer un peu ma conception de l'esthétique narrative à ces gens-là. Moi, quand j'écris Crépuscule, quand j'écris Domiciel, il ne faut pas oublier que ma méthode, c'est je suis un gars qui a un carnet, je me mets derrière ces gens-là, j'écris ce qu'ils disent. Donc, pour moi, c'est important de ne pas plaquer le langage. Il y a vraiment, c'est absurde ce que je veux dire, ça va paraître absurde, mais il faut vraiment que je sois capable de me taire, puis de faire le silence, puis d'écouter ce qu'ils disent.
ils parlent en langage commun. Ce n'est pas des gens qui parlent de façon super poétique. Par contre, leur stream of consciousness phénoménologique, il est plein d'allégories, il est plein d'images qui sont brutes, qui sont vraiment brutes. Puis ça, c'est la beauté qui est comme... Je pense qu'il y a quelqu'un qui avait écrit sur Démiciel, c'était cool, il avait écrit quelque chose comme... tu passes au travers d'un champ, tu passes au travers d'un ensemble de déchets où il y a plein de ferraille, et tu passes au travers de ça, puis à un certain moment, tu trouves comme une espèce de joyau absolument impromptu. T'sais. C'est un peu ça que je vais essayer de faire, parce que tu sais, il n'y a rien de plus beau que la vie qui continue à s'affirmer malgré tout. T'sais. Puis pour moi, c'est important. Dans la présentation que j'ai faite au libraire, c'était... Puis d'ailleurs, il y a un extrait que la femme a dit. C'est, ce monde-là, ils vivent, puis ils ont les mêmes émotions. Puis il est peut-être le temps qu'on se tape puis qu'on écoute. Je vais juste donner un exemple rapidement, parce que je sais que Sandra va intervenir. Mais à un certain moment, je ne veux pas tomber dans la géopolitique, mais il y a comme des situations humanitaires qui ont lieu, mais qui ne sont comme pas couverts nécessairement. Ou à titre d'exemple, il n'y a pas longtemps, au Canada, on a découvert des charniers avec des enfants autochtones qui étaient morts dans les pensionnats. C'était assez incroyable parce que l'ensemble des colons réagissaient d'une façon choquée. T'sais. Ils étaient comme « Oh mon Dieu, c'est terrible ». Mais ça faisait des années que les Mohawks voisins à qui appartient le territoire ici disaient « Non, non, il y a eu bien des enfants qui sont morts ». Mais on ne les écoutait pas. T'sais. Puis à un certain moment, il faut que tu te poses la question, pourquoi on ne les écoute pas? Puis à un moment donné, ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas, ils parlent. Puis à un moment donné, la réponse est assez évidente. On ne les écoute pas parce que leur parole ne vaut pas. Parce qu'on préfère considérer qu'à la limite, c'est des sauvages inhumains que d'accepter le fait qu'en fait, non, c'est des humains comme nous. T'sais. Ces mécanismes-là de racisation, ils tombent assez rapidement. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut qu'ils demeurent humains dans leur dialogue. Il faut qu'il y ait une humanité très simple, très brute. Ça, c'est la réponse à ma question. Mais je sais que Sandra veut parler. Je vais me prendre un café, d'ailleurs, par la même occasion. Ok, Joël. C'est vrai que ça nous fait penser aussi aux pensionnats, à la découverte des pensionnats au Québec et au Canada. On avait reçu Michel Jean à cette occasion également, qui a écrit un livre dessus, Maïcan. Oui. C'est vrai que on sent chez vous aussi ce déclic en réalité. Là, vous parlez des charniers, mais on sent le déclic qui a créé ce livre-là à Démiciel. Est-ce que c'est véritablement ça, cette découverte-là, qui a lancé le déclic, qui a lancé le truc? Je sais quand Sandra va intervenir, mais Oui. je vais juste répondre à votre question rapidement. Encore une fois, on tombe dans l'universel puis le singulier ici un peu. Ça a été un truc parmi tant d'autres. Moi, j'ai le privilège, à l'endroit où je me trouve, juste raconter ma semaine passée, à titre d'exemple. Lundi, j'avais une formation avec une membre de la communauté Mohawk sur la façon d'enseigner le curriculum, de décoloniser le curriculum. Mercredi, de la même semaine, comme je vous ai dit, j'ai eu le privilège d'avoir un Wayne Robertson qui a un hobby joué parler de ces questions-là. Donc, je suis dans un milieu assez privilégié pour ça, mais malgré tout, jamais je prétends, en tant que colon, parler d'une n'importe quelle façon que ce soit d'une réalité autochtone. Ça, c'est absolument impensable pour moi. Fait que ça, c'est sûr que pour moi, tout ce qui est question autochtone, tout ce qui est narration relativement au peuple autochtone, ça, c'est jamais quelque chose en tant que colon que je vais nécessairement approcher dans mon écriture. Puis on me pose souvent la question, on tombe encore dans la question, là, qui peut parler pour qui? Puis mes étudiants, ou moi puis ma femme, quand on en parle souvent de ça, c'est que la différence, c'est que, tu sais, comme mettons la question de l'afro-américanité, si on peut revenir là-dessus, c'est que l'afro-américanité, c'est quand même quelque chose que culturellement est assez puissant. Ce n'est pas hyper compliqué pour mes étudiants noirs d'aller à la bibliothèque de Vanier puis se prendre un livre écrit par un afro-américain, une afro-américaine, un disque de musique, un livre de peinture, peu importe. Pour ce qui est des communautés autochtones, culturellement, c'est hyper difficile. Ils sont en ce moment, c'est assez excitant parce qu'il y a comme un renversement démographique. Donc, ils sont là de plus en plus culturellement en train de s'exprimer. Puis je pense que c'est à eux de faire ces choses-là. Puis à un certain moment,
avec de la chance, peut-être que des alliés comme moi, on va pouvoir parler de ces choses-là spécifiquement, mais pour le moment, leur culture a tellement été victime d'un génocide culturel par les colons, il y a comme une forme de truc dans lequel, pour le moment, des colons comme moi, on ne peut pas approcher ces sujets-là pour des bonnes raisons. Mais oui, c'est sûr et certain que ça me fait capoter. Je veux dire, je ne peux pas croire que... Après ça, les colons agissent de façon choquée. Ils sont choqués, mais c'est comme... Ça fait 500 ans qu'on vit du colonialisme au Canada. Je veux dire, 90% des Autochtones ont été tués avec le contact avec les Autochtones par les virus, puis par la suite, ils ont été mis de côté dans des pensionnats. À quoi vous vous attendez? Puis le colonialisme, ce n'est pas une chose du passé. Ça continue encore en ce moment. Ils possèdent 0,02% des terres, puis il n'y a aucune de ces terres-là qui a été cédée par aucun traité. Fait tu sais, c'est encore là, mais il n'y a pas de mise en place narrative. Sandra, c'est à toi. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Joël. Alors d'abord, je voulais vous dire que j'ai vécu votre roman, enfin la lecture du roman un peu comme une épreuve. C'était vraiment intense. Et je voulais revenir sur la langue, et c'est lié aussi un peu à cette épreuve, je pense. Au-delà de la langue commune sur laquelle vous êtes revenu tout à l'heure, j'ai remarqué, moi, beaucoup de répétitions, en fait, de mots, de formules. Nous sommes peu de choses, les herbes hautes, la cigarette, creuser les fosses, etc. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de répétitions. Et je me suis demandé, en fait, ce que vous cherchiez dans ces répétitions-là. Est-ce que c'était justement pour créer une atmosphère pesante, oppressante? Est-ce qu'il y avait d'autres intentions derrière ça? Voilà ma Et question. je rajouterais peut-être comme une sorte de boucle intemporelle, peut-être. J'ai eu l'impression que vous mettiez dans la bouche de vos personnages quelque chose qui martelait, qui se répétait à l'infini. Oui, c'est un peu comme un échafaudage d'écriture. Mon éditeur chez l'EMEAC, il disait la chose suivante, c'était intéressant, il disait quand on est, contrairement, on est comme des sculpteurs, c'est ça, on est comme des sculpteurs. Sauf que la différence, c'est qu'il faut qu'on écrive notre bloc de marbre et après on peut sculpter. Il dit que les écrivains, c'est comme des sculpteurs, sauf que la différence, c'est faut qu'on écrive notre bloc de marbre. Alors, il y a comme une approche qui est paradoxale, c'est que tu as l'idée d'un produit fini, ou du moins, tu te tends vers un produit fini, et dans le produit fini, tu as un ensemble de procédés littéraires qui t'arrivent à comprendre vers quoi tu vas arriver. Et l'idée de la répétition, en premier lieu, c'est vraiment un truc narratif comme ça. La femme qui dit « on est bien peu de choses », pour moi, l'idée qu'on est bien peu de choses, c'est vraiment quelque chose qui veut faire prendre conscience au lecteur qu'il y a vraiment clairement une volatilité au niveau de la vie humaine dans ce roman-là. Ça, c'est clair. Il y a vraiment l'idée que ces gens-là ne comptent pas pour grand-chose, puis ils en ont conscience. Puis par le fait de le répéter, aussi, ce que ça permet forcément, c'est de dire « Ah, OK, c'est la femme qui est aveugle qui parle. » Ça, c'est sûr et certain. Donc, ça permet d'identifier le personnage. Ça permet également de mettre un motif en place. Le motif en place, c'est « on est bien peu de choses ». J'en avais un autre, je pense que Ah oui, si tu regardes, encore une fois, dans le bris, allez, tandis que j'agonise, My mother, Jewel's mother is a horse. Ou Who's your mother, Jewel? Puis là, quand tu arrives là-dedans, la question de Jewel, la mère de Jewel, c'est un cheval, ou quelle est ta mère, qui est ta mère, Jewel, ou ça prend 2 personnes pour te faire, Jewel, on sait que ta mère t'a fait, mais qui est ton père. De fil en aiguille, tu comprends que ce qui est révélé, c'est qu'en fait, Jewel, il n'est pas le fils, il est le fils de sa mère, oui, de Addie Burden qui meurt, mais il n'est pas le fils du même père que Darl. Donc, il est le fils illégitime du prêtre. Donc, il y a 2 façons de révéler ça. Soit la façon de dire, tu le mets enceinte, tu dis, oh mon Dieu, le prêtre est arrivé dans la maison et il s'est fait prendre, puis il y a eu une relation sexuelle avec la mère, puis la mère est couchée, etc., etc. Qui est une façon, je trouve, un peu moins élégante, où il y a une façon implicitement de suggérer. Et là, dans Domiciel, puis dans Crépuscule, en répétant tout le temps l'idée de quelque chose qui a eu lieu ou l'idée d'un thème, ça me permet de foncer directement dans la psyché du personnage, mais aussi donner des clés de lecture puis des motifs.
Il y en avait un que j'avais, c'était... ah oui, je ne sais pas si c'est dans Crépuscule ou dans celui que j'écris en ce moment, il y a une femme qui répète souvent, leur sourire était comme des balafres sur leur visage. Puis elle répète souvent ça au passé. Puis le fait qu'elle répète souvent ça au passé, encore une fois, là, on est vraiment dans 3 trucs. Premièrement, un truc narratif super simple, ça nous permet d'identifier quel personnage qui campe. Deuxièmement, ça nous permet de faire comprendre que dans la psyché, il ne faut pas oublier, c'est tout écrit au jeu, dans la psyché au jeu, elle a quelque chose qui revient de façon récurrente. Donc, il y a quelque chose qui la hante. Troisièmement, cette chose-là qui la hante a lieu au passé et en rapport avec des hommes qui avaient des sourires comme des balafres. Des sourires comme des balafres, ça veut dire qu'ils riaient, mais riaient nécessairement de quelque chose qui était forcément horrible. Donc là, on a une scène qui est là dans une situation narrative absolument puissante, mais cette scène-là est une plaie psychique au niveau du personnage. Puis là, éventuellement, ça te permet une tension narrative, ça permet de l'identifier, puis ça permet aussi de faire un style aussi. Moi, je m'intéresse à l'idée de l'oralité, puis je pense que c'est, je ne me rappelle plus c'est quel, j'avais lu un livre. Ah oui, The Dying Grass. Je vais l'écrire ici dans le chat. The Dying Grass de William Vollmann. Je vais l'écrire ici. The Dying Grass de William Vollmann. Malheureusement, je ne pense pas qu'il est encore traduit parce qu'il fait 1,8 million de mots. Donc, William Vollmann, ce n'est pas de la littérature. Ce n'est pas un roman fleuve, c'est un roman océan. Puis dans Vollmann, encore une fois, c'est un mec, on parle d'un blanc, puis il parle de la dernière résistance des nez percés, peuple autochtone aux États-Unis. Puis il passe des Blancs aux Autochtones. Puis quand il écrit au niveau des Autochtones, son écriture, si vous avez la chance, allez juste emprunter en bibliothèque en anglais, faites juste regarder les passages où les Autochtones y parlent. Puis tu regardes dans ce niveau, Curse of Vollmann, big time. Quand tu regardes, puis je suis quelqu'un quand même assidu dans le Vollmann, j'en ai lu quand même pas mal, mais là, au niveau du Dying Grass, là, il surpasse au niveau de la réalité. Puis la façon qu'il fait, c'est vraiment au niveau de la répétition. Puis il fait au niveau de la répétition que tu tombes carrément, tu sais, comme un peu l'espèce de langage biblique, là, avec la répétition constante. Puis à un moment donné, tu te dis, pourquoi il fait ça, Vollmann? Tu te dis, tu n'es pas en présence nécessairement de gens qui sont au niveau du savoir, au niveau de l'écriture, puis de la passation de savoir au niveau de l'écriture, mais qui sont vraiment au niveau de la répétition pour apprendre. Fait que toute leur conception du monde est passée sur la répétition pour apprendre. Donc, ils répètent parce qu'ils racontent des histoires, qu'ils répètent incessamment. La répétition permet de faire passer quelque chose. Donc, quand tu es dans une oralité et qu'il y a beaucoup de répétitions, ça permet vraiment de placer ton langage de façon intéressante à quelque chose qui devient quasiment mystique. T'sais. Puis Vollmann, il y a une forme de mysticisme quand il fait parler de ses personnages dans The Dying Grass. Juste le titre est hallucinant. L'herbe qui meurt. C'est d'une beauté absolument fondamentale. Et quand j'ai lu The Dying Grass, c'était après que j'ai écrit Démiciel, je pense. Je me suis dit, oh mon Dieu, en fait, je pourrais quasiment répéter plus. Puis j'ai l'intention de faire encore plus de répétitions. Peut-être que le roman ne sera jamais publié, qui sait. Mais j'ai l'impression d'y aller à fond la caisse. Puis aussi, d'ailleurs, j'ai lu il n'y a pas longtemps Enfant de Dieu de McCarthy. Et étrangement, ça m'avait passé sous le radar. Puis lui, avec, il est aussi dans Répétition, mais lui, il est dans Les Pauvres Blancs, encore une fois. Puis McCarthy, Dieu sait que c'est un écrivain assez mystique aussi, lui aussi. Il est très dichotomique, on peut dire ce qu'on veut, McCarthy, mais il y a une écriture très, très riche en cholestérol. Là, tu manges des frites, tu manges calamar frit, là, c'est la gastronomie là, grasse. Là. Mais par contre, il y a une forme de mysticisme que je pense qu'il lui aussi fait par la répétition. Non, The Dying Grass, il est traduit en français. Si vous êtes capable de me dire si vous l'avez trouvé en français, dites-moi-le, je vais lâcher pour mon beau-père parce que je ne suis pas sûr s'il est encore traduit, The Dying Grass. Avant de passer à la suite, on fait une petite photo. On a pour habitude de faire une photo de groupe. Donc voilà, préparez-vous. Ceux qui ont le livre, évidemment, vous pouvez le mettre en avant. 3, 2, 1. On ne vous voit plus, Joël. C'est bon, parfait, merci. Karine, c'est à toi. Pardon, j'ai plus de souris, donc ça marche ou pas? Oui, c'est bon. Oui, je vous entends. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Joël. Moi, j'avais une question.
est-ce qu'on peut lire Demi-ciel sans avoir lu Crépuscule? Oui, D'accord. aucun problème. Anthony, il disait d'entrée de jeu, tu peux lire Crépuscule sans lire, tu peux lire Demi-ciel sans lire Crépuscule. En fait, j'ai jamais fait l'expérience de lire Demi-ciel sans lire Crépuscule. Malheureusement, je pourrais probablement jamais le faire. Mais en premier lieu, lorsqu'on a travaillé sur le roman, Frédéric l'avait dit lui-même, il a dit « Ah, c'est intéressant parce qu'on est dans le même univers, mais ce n'est pas nécessairement la suite. » Je pense qu'en fait, ironiquement, je pense que je suis comme curieux, mais je pense que ce serait quasiment plus intéressant de lire Demi-ciel. Pourquoi? Parce qu'il y a essentiellement, si je ne me trompe pas, il y a trois choses. Dans Demi-ciel, il y a un lieu dans l'espèce de village là, qui est un dépensier, donc une ancienne boutique qui est tout carbonisée. Puis dans ce dépensier-là, il y a un homme sans main qui vit puis qui le hante un peu, etc. Ceux qui connaissent un peu l'histoire du Congo, qui est proche de mon histoire, parce que ma mère est belge, ben, des gens sans main, ça va vous dire de quoi assez rapidement. Puis il hante le dépensier. Le dépensier est en feu. Puis dans le crépuscule, le dépensier, il est là, il existe, il n'y a pas eu le feu. Puis il y a des gens qui ont une espèce de restaurant, auberge, bar qui est là. Puis il y a le dépensier et la dépensière, ce sont des personnages du roman. Donc quand tu arrives dans Demi-ciel, il a brûlé. On ne sait pas pourquoi vraiment. Ensuite, ben, comme je disais tout à l'heure, il y a le bâtisseur qui est un personnage assez important dans Crépuscule qui malheureusement meurt. Alors voilà. Et troisièmement, ben, il y a l'enfant. Il y a l'enfant, la mère et le père. L'enfant, la mère et le père. Mais tu les as dans le premier, mais l'enfant, il n'est pas là, en fait. Crépuscule termine, puis l'enfant n'est pas encore. Je pense que c'est tout. Fait que tu peux vraiment commencer par n'importe lequel. C'est vraiment pas un problème. Donc, tu peux te décider de juste lire Crépuscule, puis basta, ou juste emprunter Demi-ciel à la bibliothèque, le lire. Puis, si ça te plaît, ben, tu y vas pour Crépuscule, qui est offert en poche à 10 € d'ailleurs. Ça, c'est sympa. Donc, au pire, tu te disais, j'ai loué Demi-ciel, je vais regarder ça. Puis là, tu dis, c'est bon. Puis là, tu achètes Crépuscule en poche, puis ça t'a juste coûté 10 €, puis c'est ton business. Ça peut être un modèle d'affaires assez intéressant, là. Puis après ça, tu offres Demi-ciel à ta mère, parce que c'est important, hein, quand même, une mère. Et oui, Dying Grass n'est pas offert encore en français. Mon hypothèse, c'est que le roman, comme je vous ai déjà dit, fait 1,5 million de mots. Et si vous lisez la postface, 1,5, 1,8 million de mots, quand vous lisez la postface, Vollmann, il dit « Je voudrais remercier mon éditeur qui a accepté de ne pas couper trop mon roman en échange que j'ai 5% seulement de droits d'auteur sur le roman. » Alors, même lui, il a décidé de s'appauvrir pour sortir le roman. Mais je suis assez optimiste, là, je pense à titre d'exemple, le même nombre de mots, un peu un roman fleuve, là, les livres de Jacob, de Olga Tarkuk, j'ai la difficulté à traduire son nom, qui a gagné le Nobel il y a 2 ans. Non seulement il a été traduit en français, du polonais en français, mais il est aussi disponible en poche. Bon, il faut dire qu'elle a gagné le Nobel, Vollmann n'a pas gagné encore, mais j'ose espérer que c'est une question de minutes ou d'années plutôt. Olga Tokarczuk. Merci. Vous avez évoqué justement Frédéric Martin, le fondateur de la Maison du Tripode et donc votre éditeur. Justement, quand Frédéric a reçu votre manuscrit, que ce soit Crépuscule ou Demi-ciel, j'aimerais avoir vos échanges entre tous les deux parce que j'imagine qu'il a été très surpris pour Crépuscule au départ, qu'il l'a été peut-être un peu moins pour Demi-ciel puisqu'on était dans la même veine. Mais comment vous avez travaillé ensemble sur ce roman-là, puisque vous avez dit tout à l'heure qu'il avait coupé déjà de nombreuses pages, il me semble, hein, je crois avoir entendu ça. Frédéric, il a coupé 60 000 mots. C'est ça. Je ne sais pas combien ça représente à peu près de pages, mais ça me paraît conséquent. Justement, j'aimerais connaître votre rapport avec votre éditeur sur ces 2 romans-là. Ben, écoutez, l'histoire de Frédéric et moi, c'est moi, Zippo avec Mathieu Blais, sort en France chez un petit éditeur. Et là, on a le manuscrit de notre 2e roman, L'Esprit du temps. Puis on se dit, on va essayer de voir si on ne peut pas trouver un éditeur qui va être intéressé à faire la coédition avec l'EMEAC. Donc, édition en France, puis coédition chez l'EMEAC ici au Québec.
Alors, on est à Paris, moi puis Mathieu, avec nos manuscrits, on tape à des portes, etc., etc. Puis souvent, on se ramasse dans une espèce d'édifice à bureau, parce qu'il y a une secrétaire qui nous regarde, dit « Oui, 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 appelez-nous pas, on va vous rappeler », des trucs comme ça. Et à un certain moment, on arrive, puis moi, je dis à Mathieu, je dis « Ah, il faut aller voir, il y a un gars ici, il faut aller le voir, là, il publie Ilsenrath. C'est débile ce qu'ils font, ça n'a aucun sens. Il faut aller le voir. » Là, on arrive, puis on frappe à la porte, puis c'est Frédéric qui est là, puis il sort dehors, tout sourire, dans la cour intérieure. Il nous écoute comme ça. Il prend un manuscrit, il rentre à l'intérieur. Il dit « Attendez, j'ai des romans à vous donner. » Il nous donne des romans, puis tout. Puis on rentre chez nous, etc., etc. Finalement, il ne co-publie pas notre roman, mais c'est correct. Puis c'est un accueil super chaleureux qu'on a eu. Donc moi, plus tard, je me dis, j'ai le manuscrit, puis je me dis, bon, ben écoute, je vais l'envoyer à Frédéric quand même, juste pour voir. Puis j'envoie 90 000 mots. Et là, je l'envoie, puis j'envoie sur un pseudonyme même, genre de mot, un nom, un pseudonyme, Odradek Clerval. Odradek, c'est comme, tu sais, la nouvelle de Kafka, là, Les angoisses d'un père de famille, là, avec une espèce, c'est l'histoire d'une espèce d'objet que le père de famille a dans sa maison, puis il ne sait pas trop à quoi il sert. L'objet s'appelle Odradek, mais la blague, c'est qu'Odradek va survivre le père lui-même. Donc, c'est vraiment une petite nouvelle de Kafka assez cryptique, mais hyper puissante. Et là, il me réécrit, puis il me dit « Waouh, c'est super bon, j'adore, machin. » Donc, là, on commence à échanger. Et là, il me dit, écoute, parce que le roman est en 3 parties. J'avais un début qui est crépuscule essentiellement. J'avais une suite, j'avais une fin en 3 parties de 30 000 mots, 35 000 mots. Frédéric, il me dit, regarde ce qu'on va faire. Ta première partie est vraiment bonne. Je l'aime beaucoup mieux que les 2 autres parties. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va publier juste la première partie. Puis par la suite, on va publier les 2 autres parties plus tard. On va travailler sur le texte et tout. Puis là, j'ai dit, c'est drôle ce que tu dis, parce qu'en fait, j'ai écrit la 2e partie en premier lieu. Donc, j'avais commencé par écrire que l'enfant était déjà âgé, parce que j'avais encore les samouraïs japonais dans mon esprit. Je dis, ouais, je vais écrire un gars, samouraï, c'est l'histoire du samouraï japonais, mais pas de nom, changement de narrateur au jeu, etc., etc. Puis là, par la suite, une fois que j'avais fini mon histoire de samouraï japonais, qui finalement, il se faisait mobiliser pour la guerre, puis à la fin du roman, du manuscrit, il revenait à l'espèce d'endroit où est-ce qu'il y a des wagons, où est-ce que son père était mort, puis tout était vide et tout, puis c'était un peu l'espèce de fin que le fils, il fait la guerre contre le pays de son père, etc. Puis là, une fois que j'ai terminé ça, je dis, ouais, c'est pas pire, mais je pense que je vais écrire comme quand sa mère et son père arrivent quand sa mère arrive enceinte dans le camp de réfugiés ou l'espèce de truc avec des wagons. J'ai commencé à écrire. En fait, ce que vous avez comme crépuscule, c'est le début, mais qui a été écrit en dernier. Puis il a dit, c'est vraiment, vraiment meilleur. Puis je me suis rendu compte que la raison pour laquelle que c'est meilleur, c'est à cause que le fait que mes personnages étaient déjà prédéfinis dans les 2 derniers tiers, ça m'a permis d'écrire d'une façon à ce que je pouvais suivre les personnages et pas forcer l'écriture. Et qui est une méthode que je me suis rendu compte qui fonctionnait beaucoup mieux. Alors voilà, puis c'est comme ça qu'on a décidé de sortir le premier. Pour Demi-ciel, ça a été, encore une fois, j'ai essayé plusieurs trucs, j'ai essayé au île, ça ne marchait pas. Puis à un certain moment, je me suis dit, OK, tant pis, je vais écrire au jeu. Puis quand il l'a reçu, j'avais envoyé, je pense, un 20% du début. Puis il a trouvé ça super beau. Il a dit, envoie-moi le reste et tout. Puis il a passé au travers, puis il a vraiment trouvé ça super bon. Moi, la raison pour laquelle que je suis content d'avoir écrit Demi-ciel et pas juste retravailler sur les anciens textes. Donc, on ne retravaille pas sur les anciens textes. J'écris du début, là, vraiment du début. La raison pour laquelle, c'est que moi, personnellement, ce que j'aime dans Demi-ciel, c'est que j'ai pu toucher l'allégorie du mur qui sépare 2 mondes en 2. Donc, j'ai pu vraiment plus parler du premier monde et du deuxième monde. Donc, je suis comme dans d'autres thèmes. Donc, ça renforce, je trouve, la trilogie. Avec un peu de chance, le dernier, ça va être la même chose. Juste vous donner à titre d'exemple, j'ai écrit quelque chose comme 200 000 mots. Donc, c'est à peu près, prenez Demi-ciel puis multipliez-le par, je suis capable de faire les maths, par 6 en termes de nombre de pages. Puis là-dessus, j'en ai peut-être 7-8 000 que je considère qui sont comme corrects. Donc, à peu près le quart de Demi-ciel. Je suis comme, ouais, OK, je pense que j'ai trouvé un ton, je pense que j'ai trouvé un style. Donc, il y a comme une espèce de travail, justement. Il faut que tu fasses ton bloc de marbre
Mais moi, j'ai l'impression que j'écris un bloc de marbre de 8 mètres, puis à la fin, je finis avec une sculpture à peu près grosse comme ça. Donc, l'approche a été comme ça. Donc, on ne peut pas dire que c'est nécessairement une approche qui est vraiment hyper dans le texte, qui travaille vraiment le texte, qui travaille les trucs. Une fois que j'envoie quelque chose, c'est pas mal fini. Alors, il y a un autre élément, vous venez d'en parler, c'est justement le mur, mais il y a aussi d'autres matériaux. Vous travaillez sur les fosses, sur la terre, sur la nature, sur ce demi-ciel notamment, qui jouent tous un rôle fondamental dans la construction du récit. Mais justement, par rapport à cela, vous y mêlez, j'ai trouvé, à mon sens, beaucoup de philosophie. En tout cas, vous tentez de mettre dans la bouche de vos personnages une pensée, une construction narrative et une construction même humaine, tout simplement. Mais ces éléments-là, que ce soit le mur, les fosses, la terre, la nature, ce demi-ciel-là, comment vous les matérialisez réellement en réalité? Parce que c'est loin d'être évident. On voit rarement ça en littérature. J'ai comparé ça la dernière fois à Game of Thrones, où en effet, on a cette matérialisation de la séparation entre les êtres humains. Et j'ai l'impression que vous avez utilisé tous ces éléments-là pour illuminer, pour garder un petit peu plus de lumière dans votre texte qui est sombre, parfois violent, mais vous arrivez à jouer avec ce côté sombre et lumineux en même temps grâce à ces éléments-là. Ouais, tu sais, plusieurs personnes, les gens qui ont lu et qui m'en ont parlé, disent c'est hyper sombre, c'est vraiment comme super déprimant, tu sais. Je me suis même fait dire, c'est pas le moment de lire des romans déprimants. Puis moi, personnellement, Joël Cassius, ça me frappe, dans le sens que, malheureusement, à partir du moment qu'on va plus baser notre économie sur l'extraction de ressources, qui signifie des guerres civiles et de la pauvreté, moi, je vais poser mon crayon, puis je vais vous parler d'histoire de lapin rose, puis de fleurs. Il n'y a aucun problème. Le problème, c'est qu'on n'est pas rendu là. T'sais. Puis aussi, je reviens à ce que je veux dire tout à l'heure. Je parlais aussi du mur, puis des allégories, puis tout ça, dans pas long. Là, mais en premier lieu, l'affaire, c'est que je suis content que tu dises qu'il y a quand même, il y a quand même une humanité puis une beauté. Parce que moi, personnellement, je trouve que ce qui lie les personnages qui sont complètement dépourvus, qui vivent dans des situations hyper précaires, qui risquent leur vie à tout moment. Tu sais, comme dans Demi-ciel, il y a un truc qui m'a frappé, puis je ne sais plus c'est où que j'ai pris ça, mais c'est vraiment l'idée du père, parce que le père, il est vraiment hyper brutal, il est vraiment dur et tout. Puis lui, son but, c'est de dire à son fils, c'est « tu ne peux plus être un enfant ». Puis le fait qu'il dise ça, en première instance, ça paraît comme méchant, mauvais, horrible, mais malheureusement, pour lui, de dire à son fils, qui vit encore dans un monde d'enfants où est-ce que tout est beau et tout est un petit peu machin, de faire comprendre, il faut que tu arrêtes d'être un enfant. C'est une façon pour lui de s'assurer que son fils va être capable de survivre dans un monde si hostile. T'sais. Puis, c'est de l'amour, malgré tout. Aussi horrible que c'est, aussi brutal que c'est de l'amour. Puis c'est beau, c'est hyper beau. Je pense pas que si on pouvait y parler à ce père-là, puis dire « Est-ce que tu aimes ça, comme faire en sorte que ton fils n'aura pas d'enfance? » Je suis sûr que cet homme-là, il est hyper triste, puis hyper déchiré, puis hyper malheureux de cette situation-là. Par contre, il n'a pas le choix, parce que c'est sa façon pour lui de démontrer de l'amour. Quand tu es capable, malgré tout, de ne pas abandonner, de continuer à avoir de l'espoir, de continuer à faire des gestes pour les gens que tu aimes dans des situations de vulnérabilité extrême, pour moi, tu as une résilience qui est d'une beauté absolument phénoménale. Je peux juste te faire honneur. Je peux juste me taire puis raconter une histoire qui essaie le plus possible que c'est toi le centre de l'histoire, puis dire « Ouais, OK, il y a peut-être un gars au bout du tunnel qui va être capable de publier ça. Puis ça, c'est cool. Mais moi, je le fais parce que je veux que les gens le lisent puis ils prennent conscience de toi. » Au niveau du mur, puis l'allégorie, donc tu as le mur, tu as les fosses. C'est drôle parce qu'au début, pour moi, en fait, je veux le dire très clairement, ce roman-là, comme on l'a dit d'entrée de jeu, c'est l'histoire du coltan. Moi,
je fais partie de, à titre d'exemple, je n'ai pas de téléphone cellulaire. Tout le monde en a, etc., etc. Il y a quelque chose avec le coltan que je m'intéresse à, comme je vous ai dit préalablement, je m'intéresse beaucoup à la République démocratique du Congo, au RDC, bon, etc. Surtout à la situation géologique minière, le fait que c'est un pays hyper riche et que la richesse du pays est à quelque part son propre malheur. Puis je m'intéresse aussi à l'extraction de ressources, forcément. Puis moi, l'idée du coltan, je trouvais ça fascinant parce que c'est vraiment quelque chose qu'on trouve dans les cellulaires, puis c'est quelque chose sur lequel les Occidentaux, parmi d'autres, on est convaincus qu'on a besoin pour vivre. Le monde ne peut plus vivre sans cellulaire. Fait que si on fait l'équation assez simple, ben OK, fait que ça veut dire que notre monde dans lequel on vit, il y a des gens qui vivent dans une situation relativement aisée, qui sont incapables de vivre sans qu'on fasse l'extraction de ce métal-là, mais souvent, on n'a même pas conscience des conditions dans lesquelles les gens vont vivre. Fait que moi, je me suis dit, je vais créer l'histoire de gens qui vivent au Kivu et qui vont extraire du coltan dans une mine, où est-ce qu'il y a des militaires qui sont ce qu'on appelle les seigneurs de guerre et qui font travailler les enfants et qui extraient le coltan et qui, par la suite, le vendent un ensemble de chaînes, puis éventuellement, il y a des compagnies minières canadiennes. Les Canadiens, on est les plus grands propriétaires de compagnies minières, malgré le fait qu'on aime se considérer comme étant un pays qui a inventé les casques bleus, qu'on aime tout le monde, qu'on aime le culturel, etc., etc. Et là, de fil en aiguille, ce coltan-là se ramasse dans le cellulaire d'un jeune homme de 17 ans qui est là dans un cours de sociologie de mass media, puis qui n'a même pas conscience de toute la brutalité. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'en écrivant que, en fait, la fosse de coltan est plus puissante que simplement une fosse de coltan parce que c'est en fait une allégorie narrative. C'est l'allégorie de l'absurdité humaine. On ne sait pas vraiment pourquoi il creuse. Puis là, tout d'un coup, tu as une profondeur. On a une idée vague à peu près, mais quand tu vas beaucoup plus dans l'ambiguïté, puis il creuse, puis là, je me suis rendu compte, je me suis dit, non seulement j'explore l'absurdité de la condition humaine, mais j'explore aussi l'absurdité de la masculinité toxique conservatrice. On va aller travailler, on va travailler, mais ça n'a aucun sens. Le travail n'a aucun sens, mais ils continuent à le faire malgré tout pour essayer de défendre une espèce d'idée qu'ils sont capables d'avoir le dessus sur une nature qui est hostile. Donc, l'espèce aussi dans le roman, quand il parle de la Terre, il y a vraiment comme on creuse les ovaires de la Terre. Il y a vraiment l'idée de la main de l'homme face à la nature. Donc, il y a l'idée de domestiquer une terre, l'idée que c'est des hommes qui sont impuissants, ils ont perdu leur forme de contrôle sur le monde, puis leur seule façon qu'ils ont l'impression de retrouver une forme de contrôle, c'est en redomestiquant la nature. Puis ça, c'est une idée qui est fondamentale chez Marx. Ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est que l'homme est une créature qui crée ses propres outils et qui domine la nature. Puis ça, je voulais le remettre aussi pour faire une espèce de critique un peu de la masculinité conservatrice aussi, puis l'absurdité de continuer à creuser les fosses malgré le fait qu'ils perdent complètement la tête, ils perdent contrôle sur le monde. C'est ça qu'on vit en ce moment, puis dans le roman que j'essaie d'écrire en ce moment, je veux plus travailler ce thème-là, l'idée de dire comme on dirait qu'on perd le contrôle du monde par le réchauffement climatique, etc., etc. La nature, on perd le contrôle de la nature devient hostile à cause qu'on la pollue, à cause du fait qu'on essaie de la contrôler, mais qu'on dirait que notre réflexe, c'est de vouloir encore plus contrôler le monde. Il n'y a jamais une forme d'humilité de dire, OK, on va comme essayer de faire en sorte de dire, peut-être que notre paradigme de possession, peut-être qu'il est comme à remettre en question. Puis bon, en tant que sociologue, en tant que marxiste, en tant qu'anarchiste, blablabla, c'est quelque chose dans lequel que je crois, que l'idée de la possession à tous les prix, c'est une idée foncièrement capitaliste, c'est une idée foncièrement masculine, puis c'est une idée duquel je suis critique. Donc là, tout d'un coup, wow, je ne parle plus de coltan, je parle de fosse. Au début, le mur, c'était juste parce que je voulais dire, OK, de l'autre côté du mur, il y a la ville. Puis c'était nullement allégorique. Puis à un certain moment, je me suis rendu compte, je me suis dit, en lisant, je me suis dit, man, non, attends, le mur, man, c'est le premier monde et le monde pauvre, carrément. Puis wow, OK, c'est vraiment plus puissant. Tu sais, tu es dans des situations où tu écris et tu as l'impression que le roman lui-même t'enseigne quelque chose. Je comprends parfaitement. Et c'est vrai que rares sont les rencontres où justement on arrive à déceler ce qu'il y a derrière l'écrivain, derrière le roman. Et cette rencontre-là éclaire véritablement la première lecture. Une fois qu'on a lu une première fois le roman et qu'on vous écoute derrière,
beaucoup de choses s'éclairent, beaucoup de choses s'illuminent aussi. Et c'est intéressant ce que vous disiez tout à l'heure sur la première lecture où on était un petit peu perdu. Vous ne le serez pas forcément, je m'adresse à ceux qui ne l'ont pas encore lu, mais vous ne le serez pas forcément, mais vous serez déboussolé, ça c'est une certitude. Mais sur une deuxième lecture, après avoir écouté Joël, tout paraît totalement différent. À mon sens, tout paraît totalement différent. Sandra. Bah, justement, ma question, elle est liée à ce que tu viens de dire, en fait, Anthony, parce que enfin, votre discours, il est foisonnant, il est hyper riche. On sent bien que le message, il est multiple, oui, il est multiple. Mais en même temps, vous racontez ça sous le prisme de l'allégorie, c'est très implicite. Et en fait, est-ce que finalement, vous souhaitez que votre lecteur il entende tout ce que vous nous dites là ce soir? Ou est-ce que vous vous contentez finalement de quelques messages qui passent malgré tout? Parce que je me dis, il y a forcément un peu de déchets dans notre lecture, forcément. Enfin, il y a des choses, il y a des lacunes dans notre lecture. Là, en effet, moi, je l'ai lu une première fois, il y a plein de choses là que j'entends ce soir, comme le disait Anthony à l'instant. Oui. Écoutez, Sandra, je vais vous rassurer, OK? Quand j'ai écrit Demi-ciel, OK, j'ai fait lire à certaines personnes, puis quand ils m'ont dit ce qu'ils ont compris, il y a plein d'affaires qui m'ont échappé à la lecture. C'est pas compliqué, là. Je veux dire, l'idée, là, puis en fait, c'est drôle parce que, je parlais de l'aliénation, tu écris un roman, puis après ça, ton roman, c'est un objet que tu es totalement détaché. T'sais. Puis je lis le 4e de couverture, ici, regarde ce qu'il dit. Il dit il creuse des fosses depuis un temps qui dépasse toute mémoire dans l'espoir de survivre et la peur d'un danger invisible latent. Il creuse des fosses depuis un temps qui dépasse toute mémoire. J'avais aucunement dans ma tête, là, ça ne faisait pas depuis un temps qui dépasse toute mémoire qui construisait des fosses. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il y a un gars, un homme que je ne connais pas, que j'ai pas eu le plaisir de rencontrer, qui me disait quand je lis Demi-ciel, j'ai l'impression d'écouter un disque de jazz. Puis c'est comme, quand j'ai écrit Demi-ciel, j'écoutais du Ornette Coleman sans arrêt. J'écoutais du free jazz sans arrêt. Et moi, quand le gars m'a dit ça, j'ai dit oh, wow, cool, merci. Je veux vraiment, au niveau de l'ambiguïté est puissante. Pourquoi? Parce que le lecteur, lui-même, à quelque part, impose du sens dans sa lecture, puis en ressort avec un message. Les thèmes vont toujours être là. C'est clair qu'on parle d'inégalité sociale. C'est clair qu'on parle de guerre. C'est clair qu'on parle de drame humain. C'est clair qu'on parle de ce qui nous divise. Mais est-ce que pour vous, Sandra, ça va être quelque chose qui va vous mobiliser vers un passé de vos ancêtres peut-être qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale en Europe? Est-ce que vous, Anthony, c'est quelque chose qui va vous faire penser, je dis n'importe quoi, je ne connais pas personnellement, mais à votre femme, à titre d'exemple, qui a peut-être vécu, je ne sais pas, en territoire occupé, peu importe, mais malgré tout, on est dans la beauté et la puissance de l'expérience humaine. Puis j'écris sur des gens qui sont déshumanisés, puis quand on lit, qu'est-ce qu'on fait? On les humanise. Puis là, tout d'un coup, on les humanise comment? Parce qu'on est obligé d'avoir une lecture attentive, puis on se ramène dans notre propre passé, puis on se dit « Ah, man, ça fait penser à mon oncle Jean-Charles. » Fait que si vous dites ça, en fait, moi, à un certain sens, je trouve que c'est réussi. Est-ce que ça va faire des livres qui vont se vendre au-dessus de 200 copies? Non! Mais ça fait rien. Je trouve ça intéressant, c'est ce que je vais écrire. Je ne peux pas écrire quelque chose que je trouve plate. Puis moi, c'est ça que je trouve ça amusant. Je trouve ça amusant. Je trouve ça drôle. Je vous trouve fascinant, Joël, parce que vous écrivez. En fait, vous lire, c'est une expérience. C'est une expérience véritable. J'avais encore jamais lu un texte pareil, mais c'est souvent le cas au Tripode qui publie beaucoup de textes ovniesques, comme il l'appelle. Mais c'est une expérience parce qu'en effet, vous le dites très bien. J'ai l'impression que vous êtes totalement conscient de ce que vous voulez véhiculer aussi à travers ces textes-là, peu importe le succès ou non. Je n'ai pas l'impression que vous cherchiez cela. Et donc, vous écrivez. Vraiment, c'est difficile d'en parler parce qu'en fait, il faut que chacun puisse lire les passages qu'il souhaite, c'est-à-dire qu'on peut vraiment piocher à un moment donné et pas forcément le lire de manière linéaire. C'est une expérience de lecture. C'est véritablement une expérience de lecture et j'aimerais revenir sur les courts chapitres que vous faites. On sent qu'il y a une... Alors, je ne sais pas si c'est véritablement des chapitres quotidiens. Je ne sais pas si vous avez voulu un chapitre un jour
J'aimerais bien en savoir davantage sur cette question-là, mais notamment sur le changement de personnages, parce que vous ne les citez pas, ils n'ont que des surnoms, entre guillemets, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais il y a des surnoms, il y a, rappelez-moi les surnoms précis. Le sergent sergent, Lydio, c'est ça. l'homme sans main, la mère guérisseuse, l'enfant. Je pense que j'ai parlé du sergent qu'on aime haïr, qui est tellement amusant à détester. Écoute, en fait, moi, à titre d'exemple, j'écris un autre roman. J'ai 8000 mots que je suis content. Puis, est-ce que ça va être les derniers 8000 mots d'un roman de 80 000 mots? Peut-être. Est-ce que ça va être le début? Probablement pas, parce que je vais continuer à jazzer là-dessus. Je vais continuer à jouer du sax, puis regarder où est-ce que ma partition va arriver, ça va me faire engendrer un motif. Je vais dire, attends un peu, il faut que je recommence du début. Il ne faut pas oublier que les 8000 mots que j'aime, il y a 200 000 mots qui ont été écrits préalablement. Donc, j'ai écrit 60 000 mots sur des Autochtones qui vivaient à Montréal. Pas sur des Autochtones, j'ai écrit 60 000 mots d'abord sur des gens qui vivaient dans une forêt, qui ont été sortis de leur forêt. Après ça, j'ai écrit 30 000 mots sur des gens qui sont des sans-abri à Montréal, etc., etc., etc. Il y a des thèmes qui sont sortis. Puis par la suite, je me suis centré, je me suis dit, ah mon Dieu, peut-être que le roman, il parle de ça. Dans Demi-ciel, j'aimerais ça me rappeler, c'est quoi c'est un peu comme, tu sais, je vais vous donner une histoire. Le bruit et la fureur. Le bruit et la fureur, Faulkner, à un certain moment, puis encore une fois, là, je ne suis pas en train de me comparer, mais il voyait, Faulkner, il a toujours voulu avoir une petite fille, mais il n'a pas réussi à avoir une petite fille. Puis à un certain moment dans sa vie, il voulait une fille, à un certain moment dans sa vie, il y avait il imaginait une scène, qu'il y avait une fillette qui était en haut d'un arbre, qui était sur le bord d'un ruisseau, puis il y avait de la boue. Puis cette histoire-là la hantait. Puis il a écrit. Puis il pensait qu'il écrivait une nouvelle. Puis finalement, il écrit Le bruit et la fureur. C'est comme, c'est pas rien. T'sais. Puis quand tu comprends qu'il écrit Le bruit et la fureur, tu comprends qu'il écrit la scène où est-ce qu'il y a, j'ai oublié le nom du personnage, parce qu'il y a un personnage noir qui cherche son 5 sous pour être capable de rentrer au carnaval. Fait que tu dis, OK, mais cette scène-là est à peu près au tiers du livre. Mais après ça, il a tout écrit, le premier chapitre, dans la tête de son frère qui est handicapé mental, donc qui est vraiment dans le stream of consciousness, etc. etc. Donc moi, ce que j'ai, c'est que j'ai du matériel brut. Donc, bien des blocs. Puis ça, je commence à sculpter. Puis, à titre d'exemple, Demi-ciel, c'est drôle parce que je suis en train d'écrire. Puis, ce qui est intéressant quand tu écris en sautant les personnages, c'est qu'il y a aussi un aspect méthodologique, c'est que ça permet de donner du souffle à ton écriture. Fait que là, mettons, je suis en train d'écrire, puis je dis, OK, Anthony va aller chez Sandra, puis ils vont parler d'un samovar qu'il y avait parce que, tu sais, je dis n'importe quoi, là, mais parce qu'ils tous les deux, ils pensaient à Dostoïevski, tu sais. Puis là, moi, je vous connais, fait que moi, je suis derrière vous, je suis invisible, puis j'écris ce qui se passe. Premier point de vue, ça va être le point de vue d'Anthony. J'écris le point de vue d'Anthony avec tous ses ressentis, puis avec, bien sûr, la phrase qu'il définit au début, comme une répétition aussi, comme un truc pour me rappeler. Il est défini par quoi, émotivement et tout. Puis après ça, j'écris, puis je suis comme, OK, c'est vraiment intéressant, mais lui, il voit ça de même, il voit de ce point de vue-là, il fait ça d'un point de vue d'un homme. Puis là, tout d'un coup, je suis comme, OK, mais là, ça va être cool, parce que là, j'écris d'un point de vue de Sandra. Sandra est chez elle, puis elle voit Anthony rentrer. Puis préalablement, elle a eu un appel de son père. Puis là, éventuellement, ça change tout son. Tu es vraiment dans une écriture qui est hyper puissante, puis hyper foisonnante, puis hyper méthodologique. Puis ça aide l'écrivain à enlever complètement son ego. Puis ça aide aussi à générer la narration. Tu sais, je veux dire, pourquoi je n'écris pas pour être capable de vendre? Bien, premièrement, parce que je suis incapable d'écrire des romans qui vont se vendre, en premier lieu. Puis deuxièmement, j'écris pour moi parce que j'ai l'impression que je me dis aujourd'hui, tu sais, c'est vraiment une hypothèse sociologique. Là. Je veux parler du coltan. Là, en ce moment, j'ai le goût de parler, je ne veux pas vous le révéler, là, mais j'ai le goût de parler d'autre chose. Il y a quelque chose qui me fascine, qui m'embête, qui m'énerve, que je ne veux plus juste approcher d'un point de vue sociologique. Tout d'un coup, tu dis, OK, mais ce n'est pas moi, là, c'est pas important, moi. L'important, c'est l'enjeu social. Il faut que j'ai des mécanismes qui dégonflent l'ego. Puis le point de vue des personnages dégonfle l'ego. Je comprends parfaitement. Et justement, ce scénario-là, avec différents points de vue cinématographiques, parce que là, clairement, le cinéma entre en jeu, et tout à l'heure, vous parliez en préambule de Snowpiercer. Est-ce qu'il y a d'autres influences, justement, cinématographiques qui ont agi sur ce tissu, entre guillemets, de différents points de vue? Ben, il y a un film que, pour être honnête, là, je ne sais vraiment pas pourquoi, mais Beast of the Southern Wild, je vais l'écrire dans le message, probablement que vous l'avez déjà vu. C'est un film, puis encore une fois,
je ne sais pas pourquoi. C'est un film, puis ironiquement, il n'y a pas de roman. Il est basé sur une pièce de théâtre. Mais c'est un film hyper littéraire. C'est l'histoire d'une fillette qui est en Nouvelle-Orléans. L'ouragan Katrina s'en vient. Et cette fille-là, c'est une petite fillette, puis ils vivent dans le bayou, c'est des squatteurs un peu. Puis il y a des personnages qui sont vraiment hauts en couleur et tout. Cette fille-là, elle a peur du réchauffement climatique, mais elle n'a pas les mots pour le parler. Puis elle est convaincue qu'il y a des créatures qui s'appellent les aurochs, dont des anciennes vaches, qui sont pris dans de la glace et que la glace va fondre et que le bayou va se faire inonder, sa vie va se faire inonder au complet. Éventuellement, l'auroch va venir pour la manger vivante. Donc, c'est hyper allégorique, hyper maladroit, tout le temps raconté par la petite fillette noire afro-américaine et tout de suite, elle est super mignonne. Puis ce film-là, j'y retourne tout le temps. Il y a quelque chose de hyper puissant que, tu sais, comme je dis souvent à ma femme, quand il y a des trucs qui me frappent, je lui dis, chérie, si j'étais capable d'écrire quelque chose là, qui serait 15% bon comme ce film-là, je sais que j'aurais mon best-seller. Donc ça, Beast of the Southern Wild, allez le voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Au niveau de la présentation narrative, puis en plus, on est dans le narrateur enfant. Là, tu es vraiment dans une puissance narrative inégalée, je pense. Là, on parle vraiment dans les tops. Là. Ici, au Québec, bien sûr, on pense à... Je ne peux pas croire, voyons donc... La Vallée des Avalées, on pense à Régent Ducharme, qui est une institution au Québec comme écrivain, quand on pense au narrateur enfant. Donc, le narrateur enfant, il est vraiment intéressant, là, parce que là, tout d'un coup, tu es dans quelqu'un qui n'a pas nécessairement la conceptualisation. Faulkner, il joue très bien avec ça. La conception du temps est complètement différente. L'allégorie est hyper puissante. Je suis allé à Catimini avec Demi-Ciel. Ça, c'est un film qui est absolument fondamental. Au niveau de l'esthétique, les animations des frères Coué, je voudrais vous faire une petite blague d'ailleurs. Streets of Crocodile. Streets of Crocodile est une animation courte des frères Coué. Ils font des films d'animation stop motion, donc image par image. Puis en plus, c'est des jumeaux, donc il y a vraiment quelque chose de lugubre là-dedans. Et oui, Street of Crocodile est basé sur Bruno Schulz. Et la petite histoire est que c'est le film d'animation qui m'a fait connaître Bruno Schulz. Qui est un écrivain absolument hallucinant, lui, avec narrateur enfant. Super tragique, tué par les nazis, pas assez connu, d'après moi, Bruno Schulz, qui est d'ailleurs un écrivain qui est encensé par mon ami au Tripod, qui a publié le même jour que moi, François, là, qui a publié un roman qui est sorti le 5 février chez Tripod. J'ai oublié le nom, là, mais allez le voir. Là, et les frères Coué, regardez l'esthétique, vraiment intéressant aussi. Puis ça touche une esthétique qui est proche de Schulz aussi. Schulz aussi dans je lis en anglais, je ne sais pas pourquoi, j'ai lu en français aussi, dans les boutiques de cannelle. En français, Schulz, c'est les boutiques de cannelle. Narrateur enfant, encore une fois, allégorie super puissante. Il y a une déification de son père, et son père est en train de devenir fou. Et à cause que son père devient fou, on est vraiment dans le monde qui perd le sens parce que son père est l'ensemble du sens du monde dans l'esprit de l'enfant. On est vraiment dans une littérature qui est hyper puissante, là, qui est intemporelle. On parle de quelqu'un qui a traduit Kafka en polonais. C'est pas un deux de pique, là, Bruno Schulz quand même. Les frères Coué ont fait un livre d'animation aussi. Oui, merci François Zabowski pour l'auteur des Tripodes aussi, qui est vraiment un fin lecteur de Schulz. Je vous encourage à lire ces romans. Alors voilà, au niveau cinématographique, rapidement, je suis sûr que j'oublie plein de choses, malheureusement. Mais j'irai pour ça. Soit dit en passant, si vous avez envie un vendredi soir, vous avez rien à faire. Moi, des fois, j'ai des vendredis soirs, j'ai rien à faire, je suis tranquille chez moi, mon fils il dort, ma femme est au théâtre. Je prends le DVD de Tandis que j'agonise, réalisé par l'acteur principal, qui est un acteur très connu. J'ai oublié son nom, bien sûr. Je le mets dans le DVD et je l'écoute. Pourquoi? Parce que, bon, la plupart des gens vont dire que c'est un film mauvais. Comment tu peux faire du Faulkner au cinéma, c'est absurde. Sauf que la différence, c'est que c'est un film qui est très proche du texte. Donc, tu as des moments où est-ce que tu as les acteurs vont être filmés comme ça puis vont déclamer du Faulkner. Donc, c'est de façon assez facile de lire du Faulkner sans le lire. Donc, je retourne souvent ce DVD-là parce que Faulkner, comme un recueil de poésie, à chaque fois que tu lis, il y a des passages que tu dis « Oh mon Dieu! » J'écoutais le cours de Yale aussi, qui est disponible, je pourrais vous l'envoyer
sur Tandis que j'agonise. Si vous voulez, envoyez-moi un courriel, je vous envoie les liens. Il y a plein de choses, il y a plein de passages qui sont absolument des gemmes que je n'avais même pas rendu compte. J'ai dû lire le roman à peu près une quinzaine de fois. Il est fait en forme de film. Et vous verrez, l'acteur principal qui est le producteur, c'est un acteur qui est connu pour des comédies. J'oublie son nom, un acteur américain. Ça avec, c'est très bien. Ensuite, je pense que il y avait quelque chose aussi que Ah oui, je m'étais intéressé dernièrement à regarder aussi un petit peu plus du côté de Fellini parce que je trouvais ça aussi intéressant, un peu aussi roman, un peu comment il passe à la fin du film, l'espèce de pictographe là, de la romancienne, puis comment il passe d'un point de vue contemporain. Ça, j'avais le goût aussi de jouer un peu plus avec ça. C'est à peu près tout ce que je peux penser pour le moment, mais je suis sûr que j'oublie plein d'affaires. Je me sens mal. Il y a dans le texte des passages, ils sont peu nombreux, où vous prenez un point de vue indirect, dès le début d'ailleurs, où un personnage, ou en tout cas vous peut-être, vous racontez la scène peut-être de l'extérieur, des sortes d'ellipses en réalité, puisque le temps s'allonge un petit peu. C'était pour prendre une respiration à travers le texte. Quelle était votre intention par rapport à cela? Mythologiser le tout, rendre ça mythique. Il y a comme une espèce de dissonance là, quand tu arrives dans les moments entre les textes. Puis ça sépare les sections. Puis là, tout d'un coup, tu as un roman qui est au jeu. Puis là, à un certain moment, comme vous dites, tu passes à des petits courts moments en italique qui est écrit au Will. Puis il y a vraiment une question je trouvais qu'il y avait un langage mythologique. Puis d'ailleurs, je parlais du roman sur lequel je travaille, puis je veux vraiment y retourner. Parce que là, tout d'un coup, on dirait que l'histoire, quand tu lis par l'entremise de ces trucs-là, il y a comme quelque chose d'étrange parce que le roman est écrit au présent, mais là, ça parle du passé, comme si tout s'était déjà déroulé. T'sais. Puis ça, c'est la question que je veux amener un point de vue du... ça fait comme une espèce de mythologie. Ça fait vraiment comme une espèce de réalité. T'sais. Il est arrivé ainsi, puis etc., etc. Puis quand j'ai commencé à l'écrire, j'ai dit, cet effet-là, il est super intéressant. Parce que là, tout d'un coup, ça recentre vraiment l'idée vraiment du danger extérieur qui sont là, on ne sait pas c'est quoi, du danger extérieur. Tu es dans une universalité encore plus grande. Puis tu es aussi dans un récit qui est vraiment mythique, puis à la fin, il est dirigé, tu es vraiment là, avec la femme puis le fils sur le bord du mur, puis tu as les espèces de détritus et tout. Et que là, tu arrives vraiment, en tant que lecteur, tu es trop au pied du mur, puis tu sais qu'il y a les assassins qui sont derrière toi, puis le roman est fini d'une façon complètement abrupte. Un peu comme un morceau de jazz d'ailleurs. Le solo est fini. Et ça, pour moi, là, je vais être honnête, j'ai commencé à l'écrire, de l'expérimenter, puis je me suis gâté. J'ai dit ça j'adore. L'espèce d'aspect mythologique. Je veux le conserver. Pourquoi? C'est le côté surprenamment optimiste. Parce que c'est comme, non, en fait, tout ce qui s'est passé, en fait, c'est un récit mythologique. Ça s'est passé dans le passé. Puis on est là, nous autres, puis on s'en parle plus tard parce que ça a été résolu. Donc ça donne aussi un souffle, ça donne une espèce de point de vue extérieur. Puis, ça vient marquer entre les chapitres. C'est pas nouveau, l'obscurité du dehors de McCarthy, il l'utilise d'une façon assez puissante. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il l'utilise justement strictement pour les personnages qui sont une espèce de bandits là, qui finit par tuer l'enfant, enfin. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment ce sens-là. Puis, encore une fois, tu vois, avec l'aspect mythique, dans le futur, je vais faire parler des personnages comme ça. Je vais faire parler des personnages qui parlent d'eux-mêmes au il, puis qui parle au lecteur. J'ai expérimenté des trucs, là, puis qui interpellent le lecteur. Puis ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Peut-être que je vais être super enthousiaste, puis Frédéric va dire « Qu'est-ce que tu fais là? Ça n'a aucun sens. » Ça ne sera pas publié. Mais je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. C'est comme... Il y a un surnom que je me donne moi-même, c'est le menuisier aveugle. Je suis le seul à donner ce surnom-là. Parce que moi, l'écriture, c'est vraiment du travail de rabotage. Rabotage. Je ne suis pas en train de boire l'absinthe avec une plume sur le bord d'une chandelle. Je suis en train de travailler comme un con sur le texte. Sur, OK, ben là, si je prends ce truc-là, je vais mettre cet angle-là, si je bouge ça comme ça, si je sable un peu, est-ce que je peux faire que mon personnage qui est écrit au jeu parle de lui-même au il puis interpelle le lecteur? Oh mon Dieu, le lecteur lui-même pourrait être le gars qui est coupable de l'assassinat. Waouh, ça ouvre des trucs. Je rabote. Peut-être que ça fonctionnera, peut-être que ça ne fonctionnera pas. Aveugle, pourquoi? Ben parce que quand j'écris, je découvre au fur et à mesure que j'écris. Fait que je suis comme tout le temps dans un brouillard. Puis je vois à peu près à 30 cm devant moi. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui émerge. Pourquoi ça émerge? Parce que j'arrive. C'est comme Ginsberg, il disait. À un moment donné, il y a quelqu'un qui avait dit « Comment tu sais que ton poème il est bon et il est prêt à être publié? » Il disait « J'écris un poème puis je pleure. Puis quand je pleure, quand je lis mon poème que j'écris, je sais que c'est bon. »
Ça m'est arrivé une fois ou deux de pleurer après lire ce que j'ai écrit. Ginsberg, il fait constamment parce que c'est un homme doué d'une sensibilité et d'un talent absolument phénoménal. Mais moi, je sais que c'est prêt quand j'ai l'impression que ça parle. Le roman, il parle. Le texte, il parle. Pourquoi il parle? Parce qu'il trouve une forme d'ambiguïté universelle. Là, je suis en business. Tu sais. Fait que, voilà. Alors, on notera le nouveau surnom, donc le menuisier aveugle et non pas le raboteur, parce que le raboteur, ça sonnerait plutôt ce serait surprenant. Est-ce que pour finir, vous nous ferez l'honneur de nous lire un petit extrait Avec de votre plaisir. texte? Merci encore. Merci à vous, Joël. J'en ai sélectionné quelques-uns. Alors, je vais regarder rapidement ici et je pense que je vais donner parole à la mère parce que j'aimerais que les gens le considèrent comme un personnage fort et puissant et un personnage central. Parce que j'arrête pas de parler des pères, puis de mon père, puis je suis un homme, puis c'est fatigant. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut que j'essaie de me décentrer dans mon écriture. Puis j'ai essayé de donner quelque chose ici. OK, vous êtes prêts? Let's go. C'est bon. La mère guérisseuse me dévisage avec ses yeux qui ne sont pas des yeux. Je vais aller chercher le petit. Ils ne te laisseront pas, dit la mère guérisseuse. C'était peut-être le soleil qui caressait nos corps réunis, l'eau de la mer qui ruisselait sur nos corps, le rythme des vagues qui s'accordaient à nos mouvements. C'était peut-être ses iris brisés, cherchant une alcôve pour se reconstituer. C'était quelque chose dans sa voix, dans ses gestes. Ça n'aurait pas pu être un autre homme. Ça devait être lui. Il n'y avait rien à faire. La naissance du petit n'a fait que confirmer tout ça. Mais lorsqu'il a commencé à creuser les fosses, lorsqu'il a cherché à comprendre ce qu'il appelait dans les entrailles de la terre, lorsque les fosses l'appelaient de plus en plus souvent et pour des périodes de plus en plus longues, il m'arrivait de me demander si c'était encore le même homme. Je lui demandais, l'interrogeais sans les mots, la nuit venue, lorsque l'obscurité est si dense qu'elle te creuse les tripes et tu respires, tu prends des énormes gorgées d'air, mais rien n'y fait. Alors la chaleur, bien sûr, et je me collais. Je lui demandais avec toute la chaleur que j'avais s'il était encore cet homme, celui que mon errance sur le bord de la mer m'a fait rencontrer. Et ses gestes, ses caresses corrosives d'absence répondaient non. Ce n'était pas lui qui me prenait alors. Il était loin, dans le ventre froid de la terre, s'accrochant à l'espoir d'y dénicher quelque chose, le repos, le confinement, l'arrêt. Le grand-père somnole à côté des braises rouges. Son visage plissé trahit la perte du petit au côté duquel il passait autrefois ses journées. Il est subitement seul, abandonné. Je me mets à marcher. Je marcherai jusqu'au mur avec le petit, jusqu'à leur moitié de ciel. Et je leur montrerai nos corps impossibles, nos corps sacrifiés. Et je leur demanderai de bien les regarder et de comprendre. Nous laisser vivre comme des bêtes pour dire que nous sommes des bêtes. Ils nous détruiront. Ils sont différents avec leurs yeux clairs et leurs vies longues. Ils nous détruiront, mais nous sommes encore vivants. Et c'est ce que disent nos gestes. C'est ce que disent tous nos gestes sous le demi-ciel. Écoutez-nous. Merci, Joël. On sent dans cette lecture aussi l'engagement et le fait que vous n'écrivez pas uniquement pour le plaisir. On sent qu'il y a aussi derrière une souffrance et que vous l'exprimez à travers la littérature. Et ça, c'est à citer, bien entendu. Alors, il est temps de vous remercier toutes et tous, mais évidemment, Joël. J'espère que Demi-Ciel fera son chemin parce qu'il le mérite et que votre œuvre continuera parce que, pour le coup, vous êtes à part dans le milieu littéraire, dans le tissu éditorial français et québécois. Alors, merci déjà pour vos explications, pour votre façon d'expliquer les choses qui éclaire forcément le roman que certains vont lire par la suite. Mais je leur conseillerais fortement de vous écouter parce que ça apporte un supplément et une nouvelle lecture à la première qui est parfois éprouvante, mais qui est nécessaire. Et comme le monde est éprouvant, je pense que votre livre est nécessaire également. Merci. Merci à tout le monde. Merci infiniment. Vraiment, merci de votre temps. Merci de vos questions. Merci de prendre le temps de me parler. Et surtout, Anthony ou Sandra ou peu importe, n'hésitez pas à me contacter sous les liens pour les références que j'ai fait, les frères Coué et tout ça. N'hésitez pas à contacter, à m'envoyer un courriel. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir tout le monde. Bye bye.